Ils sont encore trois, ils sont encore là. Les trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1, 2, 3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait, Pauline, après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo. Pauline se représente championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est Adrien, il est encore là celui-là, décidément, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Tout de suite pour une nouvelle émission à parler sport, évidemment avec vous. Et de retour pour parler sport, toujours en très très bonne compagnie, avec deux amis qui ont assuré le dernier live mardi 10 juin. Je me rappelle plus des dates, carrément. C'est ça, ouais, hein. Ouais, Mardi 10 juin. ouais. Baptiste, du coup, qui a pris la parole, qui est là, évidemment, toujours. Ouais, toujours présent, très content d'être là pour ce hors-série sur la petite balle jaune et surtout sur Roland Garros. Donc on va bien s'amuser avec un expert en face de moi, donc j'ai hâte d'entendre un peu ses prises de position. Et la parole à l'expert de ce fait, Charlie. Les grands mots. Non. Ouais, on est content, on a eu le temps de se remettre de nos émotions après cette grande finale, donc on a hâte d'en discuter tous ensemble. Expert parce que tu as un peu plus de pratique Non, que nous. je suis pas un expert. Non. Non, mais pratique au niveau du jeu. Déjà, Oui, par rapport à nous, je veux dire, tu as déjà plus de pratique dans le jeu. Oui. Donc l'expérience terrain, ça te parle un peu plus. Tu as été 62e mondial. Ouais, c'est ça. Commence à faire une biographie fictive. Tu as croisé Loïs Boisson aussi en tournoi, je crois, à l'époque. Une présentation de Moi, j'avais mis 0 et 0, mais bon. 0. Ah oui. 0 et 0, tu veux dire. 2 bulles. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose au tennis et qui voudraient en apprendre un peu plus, puisque, comme l'a si bien cafeté Baptiste, on va parler de Roland Garros. On va revenir sur la quinzaine de Roland Garros. Il nous fallait pas mal de temps pour le faire. Quand on dit j'ai mis 0 et 0, c'est pas un match nul de foot 0-0. Hein. J'ai pris 6-0, 6-0. C'est pas ouf, un match nul 0-0. J'ai pris un bagel. Un roue de vélo. Un double bagel. Donc voilà, on va revenir sur Roland Garros, cette édition 2025. C'est vrai qu'on a pris le temps aussi de un tout petit peu souffler, de se remettre de nos émotions. Mardi, on a surtout eu beaucoup d'actualités, donc on a fait le tour de tout ça. Et là, on va se consacrer vraiment aux internationaux de France, la 124e édition qui s'est terminée dimanche sur une finale, comme vous l'avez dit, complètement barge. La plus belle peut-être de l'histoire de Roland Garros, la plus longue de fait, ça c'est certain. Il y a peut-être des matchs tout aussi épiques qui ont eu lieu en cours de tournoi, mais pour ce qui est d'une finale à Roland, difficile de la comparer à d'autres, tellement elle paraissait... Alors on est encore à chaud, une manière de parler, on est à froid, bon on est un peu à chaud encore, hein, ça fait moins d'une semaine. Mais non, mais même de toute la quinzaine, il n'y a pas eu de matchs qui ont surpassé ça. Non, clairement. Le niveau de jeu était on a exceptionnel. fini par le meilleur. Ouais. En tout cas chez les hommes, parce que c'est très compliqué de comparer avec des matchs féminins. On va Bah, en même reparler féminine, quand même. c'était, On va quand même en reparler de ces matchs féminins. Oui, à noter que la finale féminine était très ouais, intéressante. Très intéressante, ouais. Aussi, on va essayer de revenir à peu près sur tous les grands aspects du tournoi. On a choisi quelques angles avec Baptiste et Charlie. Je vous fais un mini sommaire, mais on va d'abord un tout petit peu évoquer la partie un peu cachée de Roland Garros, en tout cas le cadre, l'ambiance, que sont les qualifications de Roland Garros. C'est la 3e semaine, c'est la première semaine avant la quinzaine de Roland. C'est là où le stade en fait commence à prendre un peu l'ambiance, à prendre de l'émulation autour du tennis à Paris. Ensuite, on va quand même forcément faire un tour par le conseil de classe, dirait-on, des Français. Roland Garros et Français, ça va toujours de pair. Tous les ans, quand on parle de Roland Garros, on fait notre bilan des Français. Français-Françaises, aussi, il y a des choses à dire. On fera un petit point aussi sur notre avis global du tournoi, avec côté plutôt ambiance, polémique ou non. Des fois, certaines choses ont quand même plu, j'espère.
On n'a pas que noté des mauvaises choses. Oui, bien sûr. Et puis on finira avec plus le côté palmarès et ses finales. Il faudra forcément dire un mot de ces finales et pas que en simple. Voilà, il n'y a pas que les 2 finales simples qui ont quand même éclaboussé le week-end, mais il y a des belles histoires à raconter. C'est clair. Des belles histoires à Un raconter. beau programme. On va laisser un peu la parole à Charlie. On est toujours à côté avec Charlie. On va pas le laisser tout seul. Ouais. Un radeau au milieu de la mer, je le jette pas sur le radeau de la Méduse. Je fais, vas-y, fais-nous ta petite chronique. Parce que Charlie, toi, tu as eu la chance d'aller à Roland-Garros. Baptiste, je t'avais pas posé la question, mais je crois Non, pas que t'avais j'ai pas entendu été à Roland-Garros. cette année, non? Non, mais j'aimerais bien y aller l'année prochaine. Oui. Vu le niveau de jeu là cette année. Je pense que ça m'a va être déjà compliqué. redonné l'intérêt pour Ouais, ça va être certains très sceptiques compliqué des l'année années prochaine. passées. J'avoue que j'aurais pu, sur un coup de tête, y aller. Après, il y a une question billetterie, achat de place. Et on est à Lille, il faut faire l'aller-retour. On en reparlera un peu plus tard. Puis il me semble que maintenant c'est par tirage au sort. Oui, mais Donc, comme je suis licencié FFT, Ah, j'ai les Oh. accès premium. ok, monsieur. Oh là 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 là. Donc, je vais devoir la reprendre par contre pour l'année prochaine, ça veut dire. Je suis pas licencié par contre. Juste pour Roland. Juste pour Roland, ouais, je sais pas si c'est très rentable, mais voilà. Non, je pratique un tout petit peu, mais en amateur, gentiment à côté, avec les copains. Il veut pas nous dire qu'il a dépassé le top 100. hein. Pas du tout. Ah non, si j'étais top, je vous l'annoncerais même pas. Hein. Il le garderait pour lui. Non, vous me mettriez la pression. Ah bah alors, ils sont où les résultats du week-end? Alors, petit Charlie, pardon, parce que c'est vrai que je dis qu'il faut être simple et efficace et on parle. On va rester sur cette partie qualification. À toi la parole. C'est vrai que toi, tu as eu la chance, en tout cas, d'aller à Roland avant tout le monde. Dira-t-on. C'est ça. J'ai été invité, si vous voulez, enfin, en tant que journaliste du coup, par le tournoi, donc pour les qualifications. Donc effectivement, moi j'avais envie de vous parler de cette semaine de l'ombre un petit peu, qui du moins est dans l'ombre de celle qu'on appelle la quinzaine de Roland-Garros. Cette année, comme vous le savez, on a eu le droit du début jusqu'à la fin à un tournoi exceptionnel, que ce soit du cours 14 jusqu'au Châtrier. C'était blindé, c'était enflammé, c'était vraiment une sensation particulière et loin de ce que nous montre la télé. Et ce sentiment, j'avais vraiment envie de vous le partager à travers cette chronique. C'était pour moi la première fois que je couvrais cet événement, qui ressemble en fait plutôt à un moment d'humanité. Lorsque vous arrivez porte d'Auteuil, le premier à vous accueillir, déjà, c'est le soleil. Un matin ensoleillé, loin du métro parisien où vous vous sentez facilement oppressé, et des gens, des amoureux de sport, des enfants, des grands-parents, des déguisements, des tenues de tennis. Certains, je sais pas si vous l'avez vu, Baptiste, Adrien, il y a des gars qui sont habillés en tenue de tennis. On se demanderait presque si c'est pas eux qui vont jouer, jouer après. J'ai l'impression que c'est vraiment un public, comme tu l'as dit, un peu plus particulier, un peu plus tennistique. Ouais, comme tu dans l'as, des là, tu le qualifs, soulignes déjà, si dans l'apparence, ça paraît. C'est un peu ton monde, hein, on le rappelle. Hein. Moi, je joue une fois tous les 4 dimanches, donc, mais a priori, oui, en tout cas, ils arrivent avec ce côté féru de tennis. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais le plus beau, pour moi, il est pas vraiment là. Le plus beau, en fait, c'est vraiment notre cœur à nous, amoureux de tennis, qui bat de plus en plus vite lorsqu'on se rapproche des grandes portes de Roland-Garros. Il y a les jambes qui s'accélèrent et bien qu'on soit arrivé 1 heure avant le début des matchs, on a l'impression qu'on a déjà raté quelque chose. Et je vais pas vous dire le contraire, car le plus magique dans Roland, pour moi, c'est pas la qualité des matchs qu'on va regarder. Ni les grands noms qu'on va voir, c'est vraiment le fait de prendre part à cette fête du sport, de se sentir acteur, aussi important par notre présence que les joueurs qui sont attendus. Alors c'est pas pour autant que voilà, les gens qui sont assis à côté de la serviette d'Alcaraz au moment où il va s'essuyer le front, il va rien ressentir, mais seulement il faut vraiment le vivre pour le ressentir. Et cette semaine d'ouverture, celle qu'on appelle l'Opening Week, elle m'a réservé bien des surprises, parce que comme vous, je sais pas vous, mais si vous voulez aller à Roland, vous préféreriez forcément aller du côté du tableau principal de la première quinzaine, non? Ah, bien sûr. Ouais. Et ben moi aussi, sauf qu'en fait, m'a réservé bien des surprises, et les célébrités qui viennent se montrer ou juste profiter, en fait, il y en a un petit peu moins. Et puis du côté de la FFT, on a beaucoup plus de clubs, des petits jeunes de clubs partout en France qui sont invités, etc. Donc c'est vraiment une ambiance différente. Et cette année, les qualifications, là, elles ont complètement cassé le compteur d'entrée, avec plus de 102 000 spectateurs présents. Roland Garros 2025, là, ça a déjà battu des records dès les premiers jours finalement. C'est très loin devant les 75 000 de l'an dernier. Alors bon, c'était une ambiance de feu.
déjà, et des premières avec l'ouverture du cours Suzanne Lenglen pour les qualifs, alors que normalement c'était pas ouvert pour les qualifs les années passées. Et durant le seul jour de pluie de la semaine, le cours Suzanne Lenglen il nous a couvert de bonheur, il nous a abrités sous son toit pour un match exceptionnel. Je sais pas si vous avez un petit peu suivi les qualifs, Un peu, les matchs. On suit, alors c'est aussi un point à souligner de ce fait. Les qualifications, quand tu n'es pas sur place, tu regardes surtout par rapport au nombre de Français et Françaises en lice. C'est sûr, c'est ça. On est très chauvin, en tout cas de notre point de vue, je pense, spectateur de l'extérieur des qualifications. C'est juste à regarder combien de Français aujourd'hui ont réussi à faire leur petit bout de chemin. Tu t'es toujours un tout petit peu avec ton petit cœur de te dire plus il y a de Français qui passent, plus je vais me sentir heureux, alors que tu n'as rien à voir avec ces gens-là, tu les connais peut-être même pas de base. Justement, je vais en venir après sur cet aspect. Et donc, ce seul jour de pluie de cet opening week, le cours Suzanne Lenglen nous a couvert et puis il nous a abrité d'un match exceptionnel. C'était Mathis Erard face à Alexander Shevchenko. Alexander Shevchenko, le Kazakh qui est quand même très costaud. Qui s'est donc imposé face à Mathis Erard 3-6, 6-3, 7-6. Et en tout cas, c'est pour ça que cet opening week, cette semaine de qualification, c'est vraiment des surprises. C'est des Français qui se battent avec l'amour vraiment de ce public chauvin, comme tu le disais, Adrien, et que tu ne connaissais même pas 48 heures plus tôt, tu vois, mais que tu apprends à aimer et qui devient rapidement un petit peu vecteur principal d'émotion. S'il gagne, beaucoup de joie, de l'attente d'un tour suivant. S'il perd, par contre, beaucoup de déception. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est pourquoi et comment est-ce qu'on peut aussi vite s'attacher. S'il gagne ou qu'il perde, j'ai envie de dire, c'est pas nous qui allons empocher le pactole. Et cette réponse, je l'ai toujours pas. Donc, j'ai cessé de me poser des questions et j'ai profité de cet amour donné par tout ce public français et puis de ce niveau de jeu qui était affiché parce que vraiment, ce niveau de jeu, il était franchement élevé pour des qualifications. De mon humble passion et de connaissance pour le tennis, j'ai été vraiment bluffé par cette intensité qui a été mise vraiment sur chaque point, chaque frappe, chaque pas. Je pense que c'est vraiment l'intensité en fait qui différencie un amateur d'un professionnel, très loin encore des aspects techniques ou tactiques qui sont tout aussi impressionnants. Et je sais pas si c'est quelque chose, est-ce que vous pouvez le ressentir à la télé vraiment cette intensité mise? Parce que moi les années passées je n'ai jamais vu ça. Déjà on le ressent sur les premiers tours déjà. Ceux qui sont passés des qualifications, dès le premier tour, ils mettaient une intensité folle. Je pense à Kyrian Jacquet, par exemple, sur son premier match face à Borges. Franchement, il a été hyper solide, très costaud. Et on voyait que c'était pas quelqu'un à prendre à la légère alors qu'il est sorti des qualifications. Et c'est peut-être justement parce qu'il a enduré les qualifications. Je pense que c'est une épreuve qui aide quand même. Ils sont d'une manière à la fois prêts dans leur tête psychologiquement à démarrer le tournoi parce qu'ils l'ont déjà démarré il y a 3 tours de cela. Mais à la fois, tu vois aussi peut-être l'usure physique qui traduit aussi l'intensité mise lors des qualifications. Parce que pour se sortir des qualifications, parfois, ça paraît extrêmement difficile, même pour des vétérans, même pour des joueurs confirmés. C'est jamais gagné des qualifications parce que tout le monde est mort de faim. C'est assez impressionnant, cette image-là, en tout cas, qu'il renvoie, avec toujours, pour ceux qui savent peut-être pas trop, mais cette aspérité donc d'intégrer le tableau principal. Mais plus que ça, c'est plus qu'une expérience officielle en Grand Chelem, c'est aussi de l'argent, des points au classement mondial à gratter, de la visibilité des sponsors. L'enjeu est beaucoup plus que sportif et simplement dire « Bonjour, j'ai fait le premier tour de Roland-Garros ». Ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, je pense qu'on ressent plutôt bien, même si on est très loin d'eux. Je parle du téléspectateur, cette envie, ce cœur. Exactement. Toujours très français. Mais c'est bien que vous me parliez justement de plus petits joueurs plutôt que vous me parliez de l'intensité mise entre Alcaraz et Sinner ou de Sabalenka, Coco Gauff, parce que en fait on a vraiment des joueurs qui viennent de partout dans la planète sur les qualifications et les noms ils vous disent absolument rien. Mais ils vous choqueraient ne serait-ce que vraiment par le désir qui brûle dans leurs yeux d'aller plus loin dans ce tournoi. Après, est-ce que c'est des désirs liés à l'argent ou est-ce que c'est vraiment l'amour du tennis, je sais pas. Mais dans ces qualifications, on avait aussi des très grands noms comme Marin Cilic. Alors c'est toujours particulier, vous connaissez Marin Cilic, j'imagine. Toujours un sentiment un petit peu particulier de voir un ancien monstre comme ça du tennis international qui doit passer par les qualifications d'un tournoi du Grand Chelem.
alors qu'il en avait déjà remporté un à l'US Open en 2014 face au japonais Kei Nishikori, en plus sur 3-7-0. Mais nous ici, au Campus Sport Club, on a plus un nom en particulier qui nous a marqué de par la surprise qu'il a créée, les émotions qu'il nous a procurées tout au long de cette Opening Week. Et comme tu l'as dit Baptiste, c'est Kyrian Jacquet. Alors c'est un Français de 24 ans qui est classé à la 142e place mondiale et qui s'est donc qualifié pour la première fois de sa carrière pour le tableau principal de Roland-Garros. Et j'avais envie qu'on écoute, si ça vous dit, son émotion après sa victoire face à l'Autrichien Yuri Rodionov, 6-2, 6-2. Et comme il nous l'a dit en dehors des caméras, cette victoire a vraiment marqué un tournant, une étape importante, mais surtout marquante dans sa carrière. Ouais, enfin, ça fait plaisir, se qualifier à la maison, première fois. C'est incroyable, c'est des émotions vraiment indescriptibles. Jouer devant toute ma famille, devant mes amis, devant mes coachs, c'est vraiment une sensation de dingue. Je suis tellement heureux de m'être qualifié, mais d'un côté, sans vouloir paraître prétentieux, je trouve que je le mérite. Je me bats vraiment. J'ai vraiment eu des saisons très compliquées avec les blessures, avec plein de problèmes, et je me suis toujours battu pour revenir. Et au final, ça prouve que le travail paye et que la détermination ça paye aussi. Donc je trouve qu'il y a vraiment une grosse part de mérite là-dedans pour mon équipe et pour moi. Forcément, il y aura de la tension, mais il y aura beaucoup d'excitation aussi. Ça va être magique de rejouer encore devant le public, devant tout le monde, et voilà, je vais faire le maximum pour aller chercher encore un tour de plus et aller chercher une première victoire en tableau de Grand Chelem. Et l'image assez sympa, que je trouve assez rigolote, c'est ce pari un petit peu fantasque qu'il a réalisé avec la Tribune Bleue. Alors la Tribune Bleue, vous avez entendu parler, vous savez ce que c'est, j'imagine, la Tribune Bleue? C'est des gens en bleu, c'est les Schtroumpfs. C'est pas ça. Non, ouais, ils ont pas les petits bonnets blancs, ils font pas les... Parfois si. Si, des fois. Ouais, c'est vrai, ils sont tous déguisés de toute façon. Ils ont plutôt le bonnet phrygien, tu me diras, en toute logique. Ouais. La Tribune Bleue, donc la tribune des supporters. Collectif. Allez les Bleus, quoi. Grand groupe de supporters français. Donc ils étaient présents d'ailleurs pendant toutes les qualifs, et notamment sur ce match clé de Kyrian Jacquet où ils l'ont poussé vraiment du début à la fin, et il s'est confié sur ce pari un petit peu fantasque. Tribune bleue là qui a scandé boule à zéro, il y a un pari, c'est quoi? Merde. Ouais, malheureusement avec eux j'ai fait un pari en leur disant que si je me qualifiais à Roland, et je me faisais chauve comme Mana. Donc voilà, si vous voyez des photos de moi chauve dans les prochains jours, c'est normal. Ça sera ça dans le premier tour ou Ça va dépendre sur quel cours je joue, mais je pense que ça sera plus après le tournoi. Après le tournoi, c'est sûr que ça se fera. Je verrai, je pense pas le faire pendant le tournoi pour pas casser le rythme non plus, et je suis assez superstitieux, donc je vais garder mes cheveux jusqu'à la fin du tournoi. Se faire chauve comme Mana, est-ce que vous avez vu le résultat? Ouais. Sous la casquette? Ouais, j'ai vu. Mais voilà, c'est une image vraiment rigolote, je trouve. Et puis, c'est là aussi, en fait, qu'on voit la classe du garçon, je trouve, la simplicité et cette authenticité, finalement, que je trouve qui se perd, en fait. Plus on avance dans le tournoi et plus on affronte des joueurs en mission, des robots, un petit peu, quelque part. Les qualifications, ce sont pas que des grandes stars. C'est aussi des cœurs qui ne demandent vraiment que la ferveur de ce public français fou qui d'ailleurs ne cesse de changer, d'évoluer, et qui fait même un petit peu changer la face du tennis sur une plus large échelle, qui casse les codes des costards et des chapeaux qu'on retrouve encore toutefois dans la grande quinzaine. Mais voilà, c'est un tournoi tout entier qui finit par changer, qui évolue, qui monte en puissance, et les jeunes cracks, vous les retrouverez dans les qualifications. Je pense à Moïse Kouamé. Une ambiance folle. À noter, oui, peut-être à préciser aussi, on parle dans le tableau principal d'invités de wildcard. Ouais. La fédération a aussi le droit à des wildcards pour les qualifications, ce qui permet, sans pouvoir prétendre à un jeune de 15 ans qui n'a encore pas fait grand-chose de sa carrière, qui ne peut pas faire grand-chose de sa carrière, de dire, écoute, tu as peut-être une opportunité, mais tu vas te la procurer toi-même, on va t'insérer en qualification, et du coup, ça peut permettre en tout cas de les voir juste jouer devant toi, et de dire peut-être que lui, demain... Ils vont en caler. Et Moïse Kouamé, je vous conseille franchement de tous garder un œil sur lui, parce que là, il est encore très jeune, il est toujours pas majeur. Il a obtenu sa première accréditation au Master 1000 de Madrid il y a quelques semaines, et donc là, la fédération lui offre une wildcard pour Roland Garros, donc en vrai, c'est très très beau. Il s'impose en 3-7. Face à un Espagnol, voilà, les Espagnols, c'est costaud sur terre battue aussi, donc très dommage, mais magnifique ambiance. Et puis il a eu envie de revenir, on l'a senti. Donc voilà, les jeunes cracks, c'est dans les qualifs que vous les retrouverez. Alors ne cessez vraiment pas d'y aller, et je pense que cette semaine de qualif, c'était vraiment que les prémices d'une semaine qui s'apprête à être vraiment reconnue à sa juste valeur, et qui l'année prochaine encore explosera les compteurs d'entrée à nouveau.
Et pour ça, voilà, moi je pense que je pourrais en parler des heures des qualifications, mais franchement, je vais me contenter de la remercier cette semaine de l'ombre parce que vraiment, elle m'a fait rêver, mais le tennis encore plus et que je l'aimais déjà, quoi. Ouais, c'est sympa. C'est toujours très sympa. Et puis, Ouais. c'est un mini-tournoi avant le tournoi. Il y a quand même 224 matchs à suivre sur 5 jours. Je ne dis pas de bêtises. C'est du lundi au vendredi donc de la semaine précédente Roland-Garros. Et à la fin, on a 32 matchs au troisième tour pour les 16 hommes et 16 femmes qui auront l'occasion d'intégrer le tableau principal. C'est aussi pour certains parfois de devoir jouer leur va-tout parce qu'il y a aussi cette règle du lucky loser. Ouais. Qui est assez. Tu peux la Lucky définir. Loser, Comment tu peux la définir, toi Le Lucky Loser, justement, j'en parlais le match entre Mathis Serrard et Alexander Shevchenko. Shevchenko, il a affronté Filip Misolic une fois pour le dernier tour, justement le troisième et dernier tour avant de rentrer dans le tableau principal, l'Autrichien qui s'est imposé en 3-7 également. Et en fait, le principe du Lucky Loser, c'est quand on a un abandon ou un forfait dans le tableau principal justement, qui permet de faire remonter un perdant. C'est un tirage au sort qui est fait entre tous les perdants du troisième tour, qui permet de faire remonter justement un des perdants directement dans le tableau principal. Donc Alexander Shevchenko typiquement est remonté dans le tableau principal. Je ne sais plus si c'est exclusivement tirage au sort ou il y a un classement mondial et ce côté aussi tête de série en qualification. Est-ce que ça joue? Potentiellement que t'as un peu favorisé quand même, je pense. Oui, il y a ce principe de Ryan tête de série qui est éliminé au troisième tour mais qui est tête de série numéro 2. Je pense que si tu dois choisir un lucky loser, tu préfères. C'est ça, mais il me semble que malgré tout c'est un tirage au sort. Donc c'est la principale information à avoir en tête. Bon, c'est super. Merci beaucoup Charlie de nous avoir un peu mieux expliqué ce que c'était les qualifications. L'opening week du coup. L'opening week. Avec samedi, entre le vendredi fin du troisième tour et le dimanche qui est le début du tableau principal, il y a la journée maintenant Yannick Noah aussi. Je sais pas si tu y étais toi. Samedi. Alors la journée justement du samedi, c'était le Media Day. Donc le Media Day, c'est là où en gros, vraiment le samedi, sur cette semaine d'Opening Week, le samedi, c'est vraiment le jour où tu vois que tout change. C'est-à-dire que changement d'ambiance. Quand on est dans le centre média, déjà on a des journalistes du monde entier qui viennent. Donc t'en as des Indiens, on a des Américains, etc. Donc vraiment tout change. Même dans les travées de Roland, on entend que ça parle de moins en moins français, de plus en plus anglais, etc. Et c'est parce qu'on a les grands joueurs qui commencent à arriver. On a des belles affiches sur le Philippe Chatrier des entraînements. Moi j'ai vu mon fils Caso, c'était franco-français, c'était sympa. On a vu du Draper, on a vu du Draper Holger Rune. C'est aussi le dernier moment où ils sont vraiment détendus avant de. C'est ça. Donc voilà, c'est vraiment le moment où là on sent que Roland Garros, la quinzaine arrive parce que c'est rempli. Ok. C'est une bonne occasion médiatique. En tout cas, pour vous, jeunes journalistes qui pouvez nous écouter, ça peut être sympa. Tous les joueurs passent en conférence de presse ce jour-là. Voilà. Tous. T'as juste à choper ton credo. Seul qui n'était pas là, c'est Novak Djokovic parce qu'il était encore à Genève. Voilà, pour ceux qui sont encore en compétition ailleurs, voilà. Il y a peut-être des absents. Ça marche. Merci beaucoup, Charlie. De rien. Ouais, c'était beau tout ça, là, une petite histoire de Charlie avec ses qualifications. Oui, comme je l'avais noté aussi, évidemment, utilisation du cours Suzanne Lenglen, oui, c'est la première année. Un cours principal, donc qui a le droit d'accueillir quelques petits matchs de qualification. Ça permet aussi à certains d'avoir la chance un jour de dire j'ai joué sur Lenglen. Bah oui, et puis c'est vraiment sympa, comme je le disais, un jour de pluie. Parce que on est à Paris, il fait pas toujours encore assez beau à cette période-là de l'année. Donc en fait, ça rassemble vraiment tout le monde. Moi, typiquement, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de matchs qui se jouent en qualif. Tous les cours annexes sont pris, etc. Donc c'est vrai que jour de pluie, ils mettent un Français sur Lenglen, c'est souvent ce qui se passe. Ou alors vraiment la tête de série, typiquement Marin Cilic, voilà, des qualifs. Mais donc ça permet de rassembler tout le monde. Et si Roland Garros n'est pas plein, mais alors le Lenglen sera plein. Ouais, c'est sympa aussi. Oui, qui a le droit d'avoir son toit, d'éviter la pluie, donc tout le monde se rassemble aussi. Très intéressant. C'est le stade de repli. Puis on n'a vraiment pas l'impression d'être en match de qualification. Ce match était exceptionnel, Mathis Serrard, Shevchenko. Peut-être un des meilleurs souvenirs que j'ai à Roland. Ouais, t'as pris ton pied. Ouais, complètement. Ouais. C'est peut-être là où lui, ça transpire peut-être plus en lui, mais je pense que dans le cas de Charlie, je m'adresse à Baptiste,
Peut-être que tu as aussi envie de sortir un peu ta raquette et de te dire ah putain, j'étais pas motivé depuis des mois, mais aujourd'hui j'ai envie de taper le. Mais Je clairement, pense que ça doit te redonner envie On y vraiment va de cet faire du après-midi. sport. c'est l'effet Roland Garros. C'est l'effet Roland Garros. C'est un peu comme le Tour de France où tu ouais, vois, voilà, c'est c'est ça. T'as envie tu de vois tout prendre le ton monde vélo sortir après. ton vélo. Voilà. T'as envie de prendre ton vélo. En fait, moi j'adore ça parce que bah là déjà Roland Garros, on a vu un super Roland Garros et ça donne encore plus envie de faire du tennis et dire tiens, je vais peut-être prendre une licence à la FFT du coup. Donc ouais, c'est vraiment génial. Et comme tu le dis, c'est un peu comme le Tour de France. En fait, c'est tellement un engouement voilà, spectaculaire vu la finale qu'on a vu que en fait t'as envie de pratiquer ensuite le sport. Donc c'est génial. C'est plus facile à voir qu'à faire, quoi, par Ouais. contre. C'est Ouais. exceptionnel. La C'est différence, exceptionnel à voir, mais à faire, faut. Ouais, ça paraît pas du tout facile. C'est pas facile, ouais. Bon, on a déjà un tout petit peu, tout petit peu évoqué le sujet. On va aller sur le. T'as fait une moue comme si c'était une bêtise. Je pensais que tu allais dire qu'on avait un tout petit peu dépassé. Non, on va essayer quand même de tenir dans les temps. Mais on a un tout petit peu parlé des Français, dans le sens où on a un tout petit peu parlé de Kyrian Jacquet. Ouais. Donc on va en profiter, on va faire un peu notre bilan. Roland Garros, c'est terminé. Maintenant, on a le droit d'être critique. On a notre professeur principal, Baptiste Béard, qui a suivi tous les Français. Ouais, là, je suis Un à tous les un. Français. Et lui, il m'a rendu une copie des bulletins quali. On va pas vraiment pouvoir tout aborder, évidemment. Moi, j'avais fait Conseil de classe. un petit liste. On fait un petit conseil de classe, c'est le petit baromètre des Français. Ceux qui nous ont plu, qui nous ont déplu. Je les avais rangés de mon côté, moi, juste par ordre d'élimination et d'importance. Ah ouais. C'est pour ça que vous les avez dans ce sens-là. On va pouvoir les traiter vraiment à la volée, hein, vraiment ceux qui vous passent à l'esprit. Sachant qu'on va pas pouvoir revenir sur tous les Français et Françaises à Roland-Garros parce que il y en a peut-être pas des masses qui sont dans le top mondial féminin ou masculin pour se qualifier dans le tableau principal, mais il y a toujours ce jeu des qualifications et des wildcards, des invitations qui permet d'avoir un contingent quand même important. Là où par exemple j'ai vu que pour les qualifications Wimbledon, ça va être truffé de Français ici et là, parce qu'il y en a beaucoup qui sont logés entre cette 100e et cette 250e place. Donc là, ça va promettre. Bah, je sais pas si vous aviez prévu d'en parler après, mais on a Louise Boisson qui a fait sa demande de wildcard justement pour Wimbledon, parce qu'elle bénéficie de son classement protégé, sauf que comme elle était blessée, là, elle a pris beaucoup de place. Vous savez, elle est 65e mondiale maintenant, alors qu'elle était 361e, il me semble. Ouais, c'est ça. Avant Roland Garros, c'est sa belle épopée, donc elle a fait ses demandes de wildcard justement pour être invitée à Wimbledon, mais en général ils prennent les Britanniques, quoi. Normal. Et puis voilà, c'est libre à eux, ils n'ont aucune obligation d'être redevables à la fédération française. On n'a pas d'accord entre fédération française et britannique pour ce qui est de Wimbledon, là où par exemple pour les invitations de Roland Garros tous les ans, des accords avec les fédérations australiennes et états-uniennes font qu'il y a un Australien et un Américain, et une Australienne et une Américaine qui sont invités au tournoi Roland Garros parce qu'il y a réciprocité. À l'Open d'Australie, on a eu un Français. Ça aurait pu être, je crois que c'est Lucas Pouille cette année, par exemple. Et selon aussi les parcours parfois des années passées, à l'US Open, on aura forcément un Français et une Française invités. Et c'est un peu aussi en dialogue entre fédérations et parfois le joueur ou la joueuse qui a le mieux vendu sa saison ou qui a laissé un bon souvenir l'année passée en se disant ah lui ça va, il joue bien. Peut-être que ça peut se lancer avec Louise Boisson s'il que l'accepte. Voilà, s'il y a des accords maintenant, ça se lancera peut-être. Bien sûr, c'est pas très compliqué. Bon, de ce fait, est-ce qu'il faut vraiment qu'on attaque par le plus gros là? On a déjà un tout petit peu parlé d'elle. Il faut peut-être on va peut-être bien démarrer ce baromètre. On va pas commencer par taper sur les têtes de tout le monde. On va commencer par peut-être comme ça. On est sûr que ça va nous prendre un peu plus de temps, mais au moins c'est calé. On va pas être pressé par la suite. Louise Boisson, donc joueuse 361e mondiale au départ de Roland Garros, invitée wildcard. Pourquoi? Parce que de 1, son classement, et de 2, il y a une histoire particulière avec Roland Garros pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Un an plus tôt, elle était déjà en train d'émerger sur la scène du tennis français. Elle était parmi les meilleures joueuses de la période. Elle venait de gagner des tournois. Elle était invitée l'an dernier à intégrer le tableau principal de Roland Garros. Et juste avant Roland Garros, à une semaine près, elle se blesse gravement au genou, une rupture des ligaments croisés du genou gauche qui va la mettre à l'arrêt pendant 6 à 8 mois, plus la rééducation. Elle a repris la compétition seulement en janvier. Et force est de constater que Louise Boisson, c'est pas qu'un physique, loin de là. Il y a du talent qui fait que cette fille-là, avec la résilience, elle s'est même fait tatouer ce mot, il me semble, sur son bras, à l'arrière du triceps droit, voilà.
Elle est revenue, elle a fait des petits tournois. Il y a eu un super document. Amazon Prime Video a fait un documentaire sur quelques petits profils français à l'approche de Roland Garros. Et ils ont eu le flair de retourner voir Loïs Boisson et de pouvoir la suivre, où tu la vois par exemple empocher $9 000 euros sur un petit tournoi lointain. Pour nous, c'est énorme, 9 000 euros. Il faut s'imaginer qu'il y a plein d'autres règles, taxes, frais qui s'appliquent. Eux, ça leur coûte cher aussi. Eux, c'est très difficile. Ceux qui sont en dehors du top 200 et même en dehors du top 100, globalement, c'est compliqué d'en vivre parfois. Donc là, la revoilà dans ce tableau principal. Cette fois, elle ne s'est pas blessée juste avant d'arriver. En plus, elle a gagné un tournoi pareil, dans la même dynamique que l'époque sur terre battue, où on sent qu'elle est très forte. On se dit aussi que c'est sa surface de prédilection. Roland Garros, ça doit être fait pour elle. Et ça n'a pas manqué. Loïs Boisson qui a fini en demi-finale cette année. Demi-finaliste de cette édition 2025. Alors, on n'en attendait pas tant, mais force est de constater que ça nous a fait grandement plaisir. C'était le rayon de soleil bleu de la quinzaine. Ça aussi, on l'a vu aussi au niveau de l'effervescence, au niveau de l'attention médiatique. Pour nous, c'est quand même très important et on est un peu en pénurie de performances françaises. Déjà, quand un Français atteint les 8e de finale, on sort les banderoles, on sort les confettis. Merci pour tout. Ça reste que, on va dire, un 8e de finale. Alors, 8e, ça veut dire que tu es dans les 16 meilleurs du monde sur le papier. Donc c'est quand même très compliqué aujourd'hui, mais on a tellement été habitués déjà à ce que ça soit une norme de voir des Français en 8e. On a eu des super générations, notamment chez les messieurs, pendant 15 ans avec les 4 mousquetaires. On va revenir sur 2 mousquetaires qui étaient encore en activité pendant ce tournoi. Et chez les femmes, on a eu des victoires avec Marie Pierce en 2000 ou des parcours avec des grandes figures comme Mauresmo et Bartoli qui étaient présentes, en tout cas qui étaient au rendez-vous de ces tournois-là. Maintenant, ça fait un peu de temps quand même qu'on patauge et qu'on a du mal. Loïs Boisson, demi-finaliste. Vous, votre retour là-dessus à froid maintenant, votre analyse. Exceptionnel. On ne l'attendait pas à ce niveau-là. Comme tu l'as dit, en plus, c'était vraiment une période de disette pour le clan français féminin, du coup. Et surtout cette année où ça a vraiment été très compliqué. Notamment, par exemple, je pense à Caroline Garcia où vraiment ça a été compliqué. Et Loïs Boisson, comme tu l'as dit, ça a été le soleil dans ce Roland Garros. Surtout qu'elle n'a pas affronté n'importe qui dès le premier tour. En tant que wildcard des 361e mondial, tu n'as pas d'un parcours facile. Et donc, c'est encore plus honorable de savoir que tu as été demi-finaliste en ayant fait des performances de malade. Ah, c'est sûr. Ouais, comme tu l'as dit, Charlie, elle a affronté Elise Mertens au premier tour, c'est pas n'importe qui. C'est 24e mondial. Numéro 24. Ouais, donc, voilà, et elle arrive à s'imposer. Alors qu'elle perd un set, on peut se dire, ouais, ça va être compliqué. Finalement, elle arrive à se transcender. Et puis, moi, c'est surtout dans le jeu. Énorme, quoi. Énorme. Je sais plus, je crois que c'était sur le nombre de fois où la balle, la rotation de la balle, je crois que c'est supérieur à Novak Djokovic. Oui. C'est énorme, c'est énorme. Elle a un coup droit qui est énorme. Très très lifté, qui fait donc tourner, qui crée des rotations de balles. Et ils ont des capteurs, je ne sais pas exactement l'outil en question, mais c'est dans la balle, j'imagine, qui a calculé que c'était autour de 3000 roulements minutes. Ce qui est nettement supérieur, de loin supérieur à la moyenne du circuit féminin et qui est même dans les supérieurs à la plupart de l'élite masculine. C'est pour ça que tu le disais que c'est un petit peu sa surface de prédilection. C'est parce qu'un joueur qui a un gros lift comme ça, on sait que la terre battue, c'est la surface qui prend le plus de lift, c'est la surface qui est le plus physique, avec laquelle on doit jouer beaucoup plus sur les effets. Comparé au dur, son lift sera beaucoup moins efficace et on va le voir même à Wimbledon. Si jamais elle est prise, ce sera pas pareil. Et par rapport à ton avis, moi, Baptiste, je suis un peu plus tempéré. C'est-à-dire que effectivement, il y a rien à enlever de tout ce qu'elle a fait. Moi, j'ai juste été un petit peu déçu de ses adversaires, déçu surtout de Jessica Pegula. On parle du numéro 3 mondial. Qu'elle a affronté en 8e de finale pour resituer dans le tournoi. Ouais. On parle du numéro 3 mondial. Quel est le gap qu'il y a entre la numéro 2 mondiale et la numéro 3 ? Jessica Pegula, c'était franchement assez désastreux, je trouve. Elle a encore beaucoup de failles, je trouve, Loïs Boisson dans son jeu. On l'a vu face à Elsa Jacquemot, ça passe pas, une autre française, justement. Au 3e tour, juste avant ça, donc. C'est ça passe pas très loin aussi. Elle s'impose en 3-7. Elle se mange un 6-0. Il y avait une partie a priori physique. Avec son genou, elle avait encore une gêne
à son jeu, donc c'était un peu plus compliqué. Après, très impressionnante quant à sa résilience mentale. Voilà, toujours garder le cap, même si à la télé, c'est pas du tout l'émotion qu'elle nous transmet, je trouve, parce que on la voit souvent baisser la tête, un petit peu grimacer, alors qu'elle sort Mirandreva, Jessica Pegula. Après, moi, ça j'ai un petit peu de mal avec ça, mais ce que j'apprécie aussi, aussi, c'est qu'elle reste dans son état d'esprit, son mindset. C'est pas quelqu'un de très expansive, pas du tout extraverti, voilà, timide ou même juste très voilà, elle s'épanche très peu sur ses émotions, elle en fait pas des caisses. Mais du coup, parfois aussi, ça aide quand tu réussis des prouesses au tour d'avant, c'est facile comme la plupart des événements sportifs où tu sors l'un des grands favoris du tournoi et tu peux perdre contre un anonyme. Ça peut arriver même dans le basket où on a souvent battu les États-Unis, par exemple, avec l'équipe de France. Enfin, on a souvent, je dis ça comme si c'était une banalité, les fois où on bat des grandes équipes comme la fois où on bat les États-Unis, tu te dis derrière, tu es invincible. Et bien en fait, tu perds contre une équipe qui était largement moins favori sur le papier que tout ça. Là où je trouve que Loïs Boisson, je trouve que ça peut être vraiment sa force pour juste une progression tout à fait continue. Parce que c'est aussi un peu l'encouragement, et aussi ce côté encourageant qu'on va lui donner à Loïs Boisson, c'est que c'est une magnifique performance, c'est une semaine de rêve. Après, il va falloir une continuité. La terre battue, peut-être, va être sa surface où à chaque fois, elle va scorer maintenant à l'avenir. C'est sûr. Mais elle est jeune encore. Mais elle est jeune, elle a 22, elle va sur ses 23, je crois. Mais il y a encore plein de choses à améliorer, comme tu dis. Mais c'est l'avantage, c'est que même elle, je pense qu'elle en a conscience et elle a un jeu avec une certaine puissance de jeu aussi. Attention aux pépins physiques alors. Ouais. Et donc du coup dans l'intensité et dans les efforts aussi très très compliqué. Et c'était sa première expérience sur le tournoi du Grand Chelem sur des matchs d'une intensité. Et puis moi aussi ce que je remarque c'est qu'elle arrive à changer sa tactique et enfin adapter son jeu selon l'adversaire. Comme tu l'as dit, Jessica Pegula. Bon voilà, on va pas se mentir, Jessica Pegula elle a pas été du tout dans son match. Mais elle a réussi quand même à adapter son jeu. Je pense surtout au revers, qui a été très compliqué sur revers lifté pour Jessica Pegula, qui a eu du mal à chaque fois pour envoyer ses balles. Du coup, pourtant, le revers de Loïs Boisson, justement, c'est le pépin. Oui, c'est le pépin. C'est aussi son pépin. Le pépin de son jeu. C'est le pépin, et elle est capable quand même d'envoyer des sacrées diagonales. Je l'ai vu contre Mirandreva. Oui, justement. Mirandreva, à part le premier set où c'était plus compliqué, le deuxième, c'est vrai qu'on l'a vu plus relâché, à savoir envoyer un petit peu mieux. Tant mieux. Elle en est capable aussi, en tout cas. Sur des... On a vu faire beaucoup de moonball, donc des balles très hautes, très liftées face à Elsa Jacquemot aussi. Oui. Quand elle perd le fil, voilà, c'est des choses qui sont pas très belles à voir, mais c'est correct sur le plan tactique, ça fonctionne. Elle est lucide. Si ça a pu l'aider à être demi-finaliste, on pourra jamais lui enlever. C'est ça. Si tu fais ça tout ton premier tour et que tu perds quand même en 2-7. Mais c'est là où justement en fait je dis que je suis un petit peu plus tempéré dans le sens où je suis un petit peu déçu des combats qu'on a eu parce que les joueuses qu'elle a affrontées sont franchement toutes assez exceptionnelles. Même Elsa Jacquemot. On parle d'Elise Mertens, donc 24e mondiale pour démarrer. C'est énorme. Ensuite, très vite, elle arrive finalement au 3e tour. C'est Elsa Jacquemot qui est quand même bien mieux classée qu'elle. Elle était 139e mondiale. Et puis elle fait une sacrée saison. Qui était aussi wildcard, mais qui était aussi plutôt en forme. Elle est costaud, Elsa. Et derrière, quand arrivent les 8e de finale, Jessica Pegula 3e mondiale, Mirandreva 6e mondiale et finalement en demi-finale, Coco Gauff 2e mondiale. Même Mirandreva. Je m'attendais à plus. Mais il faut souligner, comme tu l'as très très bien dit, que nos 3e et 6e joueuses mondiales, que sont Pegula et Andreeva, ont de ce fait déçu de par le niveau de jeu affiché. Mais Loïs Boisson a quand même provoqué un peu ce jeu-là. Donc tactiquement... Il faut savoir prendre sa chance. Hein. Voilà. Et c'est ça le tennis, c'est que le premier mondial n'est jamais à l'abri de perdre contre le 200e. Et là, 360e qui bat 3e mondial, j'ai jamais vu un gap aussi important en Grand Chelem en tout cas. Il faudrait peut-être remonter à la fameuse fois parce que Loïs Boisson était la 2e wildcard. C'était la dernière fois qu'une joueuse aussi loin dans le classement féminin mondial accédait en 2e semaine et allait aussi loin à Roland-Garros, c'était Serena Williams quand elle était wildcard. Parce qu'elle avait fait une année sabbatique, accouchement et tout, elle avait usé d'une wildcard.
invité. Ouais, c'est pas C'est un cadre à part, parce que c'est un Serena cadre à part. Williams, on va pas chercher Ouais. n'importe qui. Bon, on est obligé de passer le chapitre Loïs Boisson, on va très vite condenser le reste du tableau féminin, on en profite. Tu parlais de Caroline Garcia donc à 31 ans, qui avait annoncé quelques jours avant Roland Garros qu'elle allait prendre sa retraite à l'issue de la saison, à savoir ça. quand. On ne sait C'est pas son encore. dernier Roland Garros. C'était son dernier Roland Garros et elle s'est inclinée au premier tour contre l'américaine Bernarda Pera 4-6, 4-6. Que dire de ce fait on n'en attendait pas grand-chose, Non, donc mais- c'est correct, mais Elle a été un peu décevante. Après, je pense que elle-même, elle avait à cœur d'arrêter. Je pense que c'était trop pour elle. C'était trop. Je pense qu'il fallait voilà. s'arrêter là. C'est peut-être une des seules fois à Roland Garros où elle était détachée complet à l'idée de Ouais. perdre. Ouais, Voilà, voilà. tranquille. Là, je pense qu'elle avait l'idée de s'arrêter. Et voilà, je l'ai pas trouvé dans son match. Honnêtement, j'ai regardé le match, je l'ai pas trouvé dedans. Même si le public l'a beaucoup encouragé et était beaucoup derrière elle. Voilà, après, Très trop ému. peut-être trop ému et, comme tu dis, détaché. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ces fins de carrière qui terminent, où en fait on va se faire un dernier Roland Garros pour le kiff. En fait, si tu veux pas le jouer, en fait, laisse ta place à notre jeune. Ouais, je suis Laisse ta d'accord. place à notre jeune qui pètera. En fait, je trouve ça un petit peu catastrophique. C'est triste. C'est comme mon fils qui en conférence de presse nous dit bon bah si je passe le premier tour, on verra où je serai parce que j'ai déjà prévu d'aller Ouais, à Munich pour ouais. la finale de la Ligue des Champions. Bon, finalement ma femme elle est là, Elina Svitolina, ukrainienne, qui joue encore, donc je vais devoir rester là, mais je compte plus être là. Enfin, franchement, faut laisser sa place. On a plein de jeunes qui attendent, donc Ouais. j'ai bien du sûr. mal en fait avec cette mentalité. Alors mon fils, pour le coup, il avait la chance de s'être qualifié par lui-même. Oui. Et Caroline Garcia aussi. C'est des joueurs et joueuses je qui avaient parle de leur la place. mentalité, ouais. Voilà, qui avaient au moins de ce fait, on n'avait pas eu cette polémique parce que ils avaient obtenu leur place via leur classement mondial. Caroline Garcia, entre-temps, était redescendue 145e mondial au moment d'aborder. Mais à l'époque où on établit le cut pour Roland Garros, c'est Ouais. quelques semaines auparavant, on regarde le classement et on donne les places et on demande aux joueurs et joueuses qui comptent arriver à Roland Garros s'ils usent de leur classement protégé aussi pour certaines situations. Donc d'utiliser d'un ancien classement mondial pour intégrer le tournoi et le tableau principal. Et en l'occurrence, Caroline Garcia devait être à 99e mondial, était pile au cut. Elle était à une ou deux places près. Donc c'est des joueurs et joueuses, tu dis, ils sont là parce qu'ils l'ont mérité sur le papier sportif. Ouais. Ouais. Voilà, elle n'a pas usé de subterfuge, mais effectivement, dans la prestation, c'est un peu décevant. Ouais, c'est un peu Très décevant aussi, peut-être, on enchaîne féminin, Varvara Gracheva, la c'est la tête de grosse série déception. numéro 1 française, 68e mondiale au moment d'aborder le tournoi, qui a perdu au premier tour, mais contre Sofia Kenin, l'américaine tête de série numéro 31, qui a déjà gagné dans sa carrière un grand chelem. C'était l'Open d'Australie 2020, ou 19 peut-être. Pour le coup, bon, petit regain de forme de Kenin, mais perdre 3-6, 1-6, c'était forcément décevant pour notre numéro 1 française. C'est très décevant. Et puis, elle était parvenue quand même à bousculer quelques semaines avant Madison Keys à Rome. Même si elle n'a pas gagné, mais elle a un peu bousculé. Donc, on s'attendait quand même à mieux. Pareil, mentalement, pas du tout dans le match. On l'a pas du tout vu. Elle a quand même fait 8e de finale l'année dernière. On s'attendait quand même à ce qu'elle elle passe quand même un petit cap et au moins aller batailler quand même avec Kenin. Parce que même si elle est bien classée, Sofia Kenin, mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas Coco Gauff ou Andreeva, par exemple. Ça reste une cliente et des fois, Ça reste franchement, une cliente, la preuve, mais on a vu des Mira Andreeva qui sont très faiblardes Oui, bien sûr. face à une Française. Là, Sofia Kenin elle fait un très bon match. D'un autre côté, Ah, mais là, elle est pas du tout là. Gracheva n'est pas là, effectivement, comme tu le dis. Voilà, c'est pas baromètre, 0. C'est une grosse déception. Il y a pas grand chose à dire. hein, Ni plus ni moins. Ouais, pas grand chose à dire. franchement, sur ce match. 0 à dire. Et peut-être pour finir sur ce volet féminin, Elsa Jacquemot, on en a déjà un tout petit peu parlé, donc termine au 3e tour contre Loïs Boisson. Elle avait les cannes pour battre Loïs sur ce match-là, notamment en lui infligeant un 6-0 dans le 2e set, avec l'argument derrière peut-être du doute et du pépin physique et psychologique de Loïs Boisson. On s'est dit que peut-être que Loïs, à 100% de ses capacités, lui aurait peut-être infligé un 3-6, 2-6, que ça aurait pas été non plus fou.
Mais Elsa Jacquemot, c'est tout à fait encourageant et elle a aussi bien honoré sa wildcard en étant du coup la deuxième meilleure française du tournoi, puisque c'était la seule présente au 3e tour avec Loïs Boisson. On a eu ce duel franco-français, un tout petit peu triste pour nous, mais en même temps, qu'on était du coup assuré d'avoir une française en deuxième semaine, ça faisait très longtemps, donc on n'était pas mécontents. Donc très encourageant. Ouais, très encourageant. Elsa Jacquemot, j'ai bien aimé son jeu, surtout au deuxième tour, parce qu'elle affrontait une américaine qui était, tu me contrediras, Charlie, mais qui était avec un service très fort, qui est l'une, je crois, des joueuses qui sert le plus fort dans le circuit. Et elle a réussi à s'imposer en variant son jeu. Elle a beaucoup embêté l'américaine, donc j'ai trouvé que... Petit bémol pour la tenue, que j'ai encore eu du mal visuellement à m'accaparer, même pendant le match avec Boisson. Mais c'est pas grave, si elle s'est très bien jouée avec cette tenue, grand bien lui fasse. Moi, avant de fermer le volet féminin, je voulais juste souligner une petite mention honorable pour Carole Monet. Ouais, j'ai noté dans mes mentions spéciales. Ah d'accord, t'as mis un spécial mention. Ouais, j'avais noté au cas où pour les hommes et les femmes des petites mentions juste en coup de vent, mais Carole Monet et Chloé Paquet. Les hommes, j'ai noté 2 mentions déshonorables aussi. Déshonorables. On en parlera après. Okay. Mais pour les mentions spéciales féminines. Mais voilà, mention spéciale féminine, Carole Monet, 23 ans. 201e mondial qui se qualifie, elle sort des qualifications, elle se qualifie au tableau principal, elle affronte Cathy Boutler, la britannique, 34e mondial, elle gagne le premier set, bon après elle s'impose 1-6, 1-6 dans le 2 et le 3e, mais il y a des choses à faire, elle était très motivée, très bonne mentalité justement, et c'est ça qu'on a besoin, guerrière mais avec le sourire. Peut-être là encore on revient sur ce côté qualification, le plus et le moins, le plus d'avoir cette dynamique de jeu, d'avoir joué juste avant, d'être dans un rythme, d'attaquer très vite le match, de gagner 7-5 contre Cathy Boulter qui 7-6 au tie-break. 7-6 peut-être au tie-break, pardon, contre une 38e mondiale britannique qui... 34. Elle était 38e au moment du... oui, parce que du coup, les classements ont changé. Elle était 34. Moi, j'ai inscrit les classements au moment de l'officialisation du tournoi, c'est vrai. Le 38e mondial et derrière, peut-être, le bémol des qualifications, le déficit physique où tu t'es donné à fond pendant un set pour lutter et t'es dans ton match, mais tu payes peut-être physiquement derrière et du coup, t'as plus la tête à... Et tactiquement, Cathy Boulter a dû... Surtout qu'elle avait affronté une Petra Martic au premier tour des qualifs. Elle était quand même assez costaud. Elle a pris un beau parcours aussi. Et puis, donc, elle a dû jouer en 3-7. Les qualifs, elle n'en est pas sortie indemne, on va dire. Ok, allez, on va devoir accélérer. On va balayer les hommes maintenant, à présent. Par qui voulez-vous commencer Je vous laisse chacun choisir par qui vous voulez aborder. Coco Moutet. Allez, Coco Moutet pour Charlie, vas-y. Corentin Moutet qui s'est arrêté au 2e tour, mais il a croisé quand même sur sa route Novak Djokovic, numéro 6 mondial à ce moment-là. Défaite en 3-7, 3-6, 2-6, 6-7. Mais Coco Moutet qui est toujours capable de nous faire quelques petites fulgurances. Ouais, en fait, moi j'ai été déçu. Je suis pas particulièrement fan de la personne qui est Corentin Moutet sur le court, bien sûr. Mais c'est dommage qu'il soit tombé sur ce Djoko parce que je pense qu'il a vraiment un jeu qui embête. On l'avait vu quelques semaines plus tôt, il avait bien embêté Jack Draper, qui était 5e mondial quand même, en lui prenant un set. Il a un jeu qui est complètement particulier. Donc là, il s'impose 6-3, 6-2, 7-6. Il s'incline face à Novak Djokovic. Il y avait quelque chose à faire, donc c'est dommage. Peut-être justement avec Corentin Moutet, surtout face à un adversaire, quand l'adversaire est d'un autre calibre, ça se joue à des détails et c'est peut-être dans des moments clés où lui n'arrive peut-être pas à être lucide, où on l'a vu envoyer beaucoup de fautes directes en couloir alors qu'il peut tenir le break, ou en tout cas mettre en difficulté Djokovic. Et à l'inverse, quand il joue de son tennis et qu'il se lâche, comme dans le 3e set où c'est déjà un peu perdu dans sa tête, mais en tout cas il y va à fond, il dit tentons, à Roland-Garros j'ai déjà fait des 5-7, il n'y a pas de souci. Et quand arrive le tie-break, il y a aussi Djoko en face. Le mental d'acier de Djoko. Djoko et tie-break, c'est un autre level. Le Djoko tie-break, personne ne veut le croiser. Mais tu sais qu'il a le tennis pour l'emmerder, le papy de 38 ans, qui a beau être 6e mondial, qui est capable de perdre des points. Il en perd beaucoup dans un match. Mais c'est sur ces moments-là, peut-être, où il y a la folie qu'on lui aime, mais il y a aussi le décalage. Mais c'est vrai que c'est un match aussi gagné à l'aura, j'ai envie de dire, à l'expérience, tout ce que vous voulez.
Il n'y a pas grand-chose à faire non plus. Djokovic sortait d'un titre à Genève, la terre battue, maintenant, c'est aussi sa surface. Paris, ça commence à être chez lui. Il a signé dans le tournoi sa 100e victoire à Roland-Garros. Donc, c'est vous dire quand même le bonhomme. Il n'y a que Rafael Nadal qui a atteint 100 victoires. Donc, c'est pas n'importe qui. Ok pour Quentin Moutet. Pour Baptiste, un nom. Allez, moi, je vais choisir quand même une page positive quand même en mettant Quentin Halys. Allez, Quentin Halys qui est l'un des 2 Français à avoir atteint le 3e tour cette année. On se réjouit des 3e tours. Bon, donc voilà, on le dit maintenant, mais on est content des 3e tours. Et donc, il est l'un des 2 Français. Et lui qui a pu jouer son 3e tour, en tout cas. Et il est tombé lui aussi contre pas n'importe qui. Le Danois Holger Rune, numéro 10 mondial, Baptiste. Ouais, il a fait un plutôt bon tournoi. Dès le premier tour, on a senti qu'il était concerné. De toute façon, c'est à l'image de son début de saison qui était vraiment correct. Et moi, j'ai trouvé qu'il avait vraiment été bon. Il affronte au premier tour, du coup, la tête de série numéro 21, Thomas Mačák. Même si le Tchèque abandonne pour blessure, il fait vraiment deux bons, parce que je crois qu'il gagne le deuxième set, du coup. Il fait 2 très bons sets. Il était très malade. Il était très malade, mais j'ai trouvé qu'il avait quand même bien joué Quentin Halys. Après, il affronte Kekmanovic, qui est à peu près le même classement que lui. Je crois qu'il est 46e, Kekmanovic. Un solide top 50, niveau top 50. Oui, niveau top 50. Miomir Kecmanovic et même Ahmad Medjedovic, c'est deux joueurs qui se ressemblent, de Serbes. Ils sont vraiment très forts. Ouais. Donc, moi, j'aurais jamais pensé que Halys passerait sur Kecmanovic. Ouais, il a été fort mentalement. Il était très fort mentalement. Il met 3-7-1, franchement, c'est très costaud. 3-7-1, et au 3e tour, il a été solide. Il n'a pas tremblé face à Holger Rune. Il lui prend, je crois, le premier set et le 3e set. Exactement. On l'a vu, de toute façon, il a clairement dérangé le Danois. Il a commencé à perdre ses nerfs, même contre le public. Il s'est énervé contre un membre du public qui avait presque rien fait. Et malheureusement, pour moi, il aurait pu passer. Il manquait ce petit déclic à la fin pour remporter le 3e set. Il n'était pas loin de passer, mais derrière ça, Holger Rune, il a été à 2 points du match. Ouais, il a été à 2 points du match. Il me semble, sur le service justement du Danois, il y avait 15-30. À 5-4, dans le 4e set, donc, et qu'il perd finalement 5-7. C'est là, c'est impressionnant. C'est sur ces petits détails qui voient que tu as un 10e mondial en face de toi qui sait un tout petit peu faire la part des choses. Mais bravo à Quentin Halys, 50e mondial au moment d'aborder ce tournoi, qui fait un très beau parcours, qui va lui profiter. Et ça reste un Français dans le top 50 mondial, c'est pas n'importe quoi. Et Quentin Halys, très bon tour. Et qui confirme sa très bonne année 2025. Il est plutôt dans une bonne dynamique. Du coup, j'en profite, un petit mot quand même pour un autre Français qui était au 3e tour, mais qu'on n'a pas vu de ce fait, c'est Arthur Fils, tête de série numéro 14, notre numéro 1 français, qui, après un 2e tour extrêmement intense, physiquement, mentalement, sur tous les points de vue, contre Jaume Munar, n'a pas pu jouer son 3e tour, a déclaré forfait au moment d'affronter Andrei Roublev, tête de série numéro 14. Pourtant, c'est Andrei Roublev, tu te dis sur le papier, Fils, Roublev, ça peut soit donner un très très beau combat en 5-7, soit Fils 35 fautes directes par jeu. Et Fils a largement les cannes. Là, il les avait plus du tout, il s'était blessé. Il a déjà sorti une fin de match épique pour accéder à ce 3e tour. C'est important pour lui de faire des parcours comme ça pour le classement ATP. Et puis pour l'ego, les années passées, il se faisait éliminer à chaque fois au premier tour à Roland, donc il fallait bien qu'il gagne un match. Il a gagné son premier tour, il s'est bataillé pour le 2e tour et il finit au 3e, mais ce forfait qui nous laisse un vrai goût amer, j'ai envie de dire frustrant. Dans le baromètre, c'est frustration. J'aurais presque aimé faire un top 10 des déceptions à Roland. C'est pas une déception. On est déçu qu'il arrive. On n'est pas déçu d'Arthur Fils, mais on est déçu. C'est ta déception. C'est ta déception dans le sens de tes goûts, de tes valeurs. Mais pour le côté sportif de la compétition, on peut pas juger que c'est une déception, Arthur Fils. Non, on n'est pas déçu d'Arthur Fils, on est déçu de ne pas voir de pas le voir plus loin. Voilà, peut-être, ok. Non, mais je voulais être sûr que tu ciblais pas l'homme. Non, bien sûr que non. Arthur Fils, il peut pas vraiment nous décevoir si physiquement il est pas. Non, mais justement, je trouve ça très bien parce que. Et de pas avoir perdu le 2e tour, justement, ça évite cette déception, ce goût d'amertume de merde. Ici en plus, il perd au 2e. Là, t'es un peu déçu quand même. Non, mais justement, je trouve qu'il a été mature en conférence de presse. Après, il a expliqué que, en gros, il aurait
pu jouer, mais juste en fait il a toute une saison, comme on l'a dit, c'est difficile d'en vivre aussi du tennis, donc il a toute une saison à tenir derrière, donc il faut pas se blesser inutilement. Donc il se sentait pas en capacité de jouer, c'est très bien qu'il l'ait pas joué, mais on est forcément déçu. Voilà, c'est un sacré match, ils se sont déjà joués, Rublev et Fils plusieurs fois, et c'était à chaque fois des matchs quand même assez exceptionnels de deux hommes qui tapent très fort. Donc ouais, franchement déçu de pas avoir cette affiche, ouais. Bah, c'est frustrant et en même temps c'est un espoir pour la suite, j'ai envie de dire. Parce qu'on sait qu'il peut aller encore plus loin et du coup pour moi il y a un petit espoir quand même. Mais j'espère que ça va pas être ça toutes les années. Et oui, par contre, sûr. un petit peu déçu face à Raume Mounard. Il va au bout. Mounard, c'est un client, c'est sûr, espagnol, encore une fois, sur terre. Il a de l'expérience, sûrement beaucoup plus qu'Arthur Fils actuellement. Mais c'est dommage qu'il lâche 2-7. Hein. La gestion physique. Encore une fois, gestion physique, Pépin, il se sentait pas très bien. On balaye en quelques minutes la fin de ce baromètre français, si vous voulez bien. On parlait de physique. Gaël Monfils, qui aura perdu au deuxième tour contre Jack Draper dans un match où on sentait quand même qu'il avait encore en night session cette puissance, cette aura du public tricolore pour l'accompagner. Et puis tout d'un coup, il y a ce zéro complet dans le quatrième set où physiquement, il a 5-2, je crois. Et puis le corps lui dit bon, laisse tomber. En fait, voilà. Donc défaite en 4-7 contre Jack Draper, quand même numéro 5 mondial, mais sur le duel, sur la confrontation, sur le temps de 3-7 et 5 jeux, t'avais l'impression que ça se valait. Ouais. Après, Draper... Mais Charlie était déjà pas très content parce qu'il est arrivé avec une posture de c'est pas grave si je vais pas loin, donc je m'en fous. Mais non, mais en fait, c'est surtout que Jack Draper, qui se sent en forme ou pas, mon fils, il doit pas passer. 38 ans, c'est très bien ce qu'il fait. Mais en fait, ce qui est extrêmement décevant, c'est son premier tour face à Hugo Delienne. Je l'aime bien. Il était déjà en night session. Non, mais je sais pas si c'est à ce point-là, vivre pour la night session, de faire exprès d'être au plus bas, mais il doit jamais, il est bien au-dessus, même à 38 ans, il doit finir en 3-7. Ah oui. Ouais, il doit se préserver au maximum, même s'il perd encore une fois face à Jack Draper au second tour, il peut l'accrocher sur un set de plus, encore une fois. Très décevant de perdre 3-2, quoi. Enfin, de gagner 3-2, Delienne. En tout cas, se mettre dans le rouge comme ça. Défaite de notre mousquetaire, le dernier encore en vie, si je puis dire, mais qui n'a pas encore annoncé que forcément l'an prochain il serait à Roland-Garros. Donc il laisse planer le doute, mais je pense qu'il fera la pige juste pour dire allez, ciao, moi aussi je mon adieu. Parce que Richard Gasquet, lui, était bien présent pour son 22e et dernier Roland-Garros, battu au deuxième tour, mais lui en croisant la route de la machine. Yannick Sinner, le numéro 1 mondial. Et pourtant, il a livré encore un valeureux match. Ouais, à l'inverse de Caro Garcia, du coup... Moi, mon commentaire dans le baromètre, ce serait valeureux. Ouais, bah c'est ça. Mais à l'inverse de Caro Garcia, qu'on a vu complètement absente, là, j'ai trouvé quand même il a tout donné. Il a honoré sa place en tant que wildcard et il a honoré sa sortie aussi face au numéro 1. Je pense qu'il a essayé de prendre du plaisir sur il a pris du plaisir, voilà. Et c'est ce qu'on attendait. Et pour du coup, on en parlera un tout petit peu après de la partie hommage, évidemment. Et sur le papier, donc il perd 3-6, 0-6, 4-6, il prend une bulle. Mais bon, face à ce Yannick Sinner dans le deuxième set. Et dans le troisième set, il y a quand même ce moment où il est pas loin aussi de titiller l'Italien et de se dire et si c'est lui qui lui prend un set alors que on l'espérait plus trop, que dans les premiers tours de tournoi, Yannick Sinner, généralement, il en perd jamais. Là, en l'occurrence... Il était pas loin, le français, mais on en parlera juste après, mais qui a très bien honoré sa wildcard. Et je finirai peut-être du coup par un français qui a très mal, lui, honoré sa wildcard. On va finir par un gros point négatif. Terence Satman, notre nordiste, le boulonnais, qui a affronté Richard Gasquet au tour précédent. Elle était là, mon tour déshonorable. Et défaite en 4-7. Il prend le deuxième set 6-2, mais derrière, il s'effondre un peu complet. Et il y a une partie physique, on voit qu'il se plaint de crampes ou il est mort, mais comme tu le dis parfois, nous ce qu'on apprécie encore plus, c'est pas la bataille physique, c'est le visage que tu montres, comment tu pratiques ton tennis. Et là il a pété un boulon, quoi. On dit beaucoup que dans le tennis, son premier adversaire c'est soi-même, et lui on le sent vraiment hanté par ses propres démons, hein. C'est toujours lui, c'est vraiment son gros problème, quoi. Donc grosse mention déshonorable pour lui, pour son comportement sur le terrain. Et Arthur Rinderknecht
qui fait le clown face à Sinner en Edition. J'ai détesté. J'ai détesté. Le mec, il monte. J'ai pas pu regarder le match, Non, donc j'ai mais du mal à juger. je la fais courte. Le mec, il monte à la volée, il fait il fait un 360 sur lui-même. Il fait une amortie, il part en courant derrière, en reculant, en rigolant. Enfin, c'est Après, il a Arthur voulu donner du Hinderknecht. spectacle aussi, je Ouais, pense. non, Ouais. mais Tu vois, c'était plutôt pour le public. il est encore Arthur Hinderknecht, il est encore dans les jambes. Hein. Il a fait un super Roland Garros l'année dernière face à Tyler Fritz. Il aurait même pu prendre un set à Sinner. Donc non, en fait, même s'il prend pas de set, il va pas faire le clown comme ça. Ouais, il a encore des choses à jouer dans sa carrière, donc je trouve ça n'importe quoi. Mais Terence Atman, même pas envie d'en parler. Bah, malheureusement, je pense que les mots vont être durs, donc vaut mieux pas que je parle. Ouais, non, ne répands pas ton venin. Je répondrai pas à ce qu'il a fait face à Richard Gasquet, parce que franchement. Heureusement que Gasquet passe, hein, parce que dans ce genre de match, on n'est jamais à l'abri dans le tennis de. Heureusement que Richard Gasquet est passé, franchement. Ouais, puis ça lui a évité des efforts supplémentaires. Il a pu nous livrer une belle rencontre et pas de déclaré forfait, par exemple, contre Sinner. Il était apte physiquement. Ouais. Et pour clore enfin le baromètre français, parce qu'après, il va falloir qu'on aille très vite, mini mention spéciale quand même pour trois petits bonhommes du premier tour. Deux qualifiés, Hugo Blanchet et Kyrian Jacquet, qui ont fait leur arrivée dans le tableau principal donc, et qui se sont battus en 5-7 chacun pour essayer d'avoir leur place au deuxième tour, ce qui aurait été magnifique, mais ils ont tous les deux perdu. Hugo Blanchet, c'était contre Hugo Gaston, un duel franco-français, et Kyrian Jacquet, c'était contre Borges. Donc, un très très beau match, comme tu l'as souligné, Baptiste. Et surtout que Nuno Borges qui sort Casper Ruud au tour juste après. Ouais, Casper Ruud. Des beaux ancien double finaliste. Ouais, il y a une mention honorable aussi, c'est Clément Tabur, qui est 311e mondial, qui sort des qualifications. Il affronte au premier tour Corentin Moutet. Moi, je trouvais que dans le jeu, c'était pas mal. Il s'est défendu avec ses armes. C'était trop dur face à un membre du top 100. Mais voilà, petite mention honorable. Et pareil, c'est un petit Jacquet aussi qui nous a fait en qualif. C'était franchement très, très cool à le suivre. Je me souviens qu'en plus, il avait sorti Daniel Evans. Donc ça, c'était assez cool. Franchement, c'était un super match. Je ressens bien ce gros combat. Donc Clément Tabur, mention honorable validée pour Baptiste. J'avais noté aussi au cas où, en dernier nom, Valentin Royer, aussi wildcard, 120e mondial, qui au premier tour est tombé contre le Colombien Galan, qui était un lucky loser. Donc un duel sur le papier, mais deux qui sortent aussi de cette expérience qui n'ont pas du coup justement sa différence, là où peut-être Royer aurait dû passer par les qualifications pour arriver là. La wildcard fait que tu as un peu ce bonheur d'arriver, d'être frais, et tu as quelqu'un qui a aussi l'envie et la hargne, et qui du coup te va en 5-7, un peu frustrant. Mais... d'autant plus que voilà, Daniel Elahi Galan, comme tu le dis, c'est un Colombien. Les Amériques du Sud sur terre battue, c'est très fort. Daniel Elahi Galan, c'est un très gros serveur. Donc c'était un tour difficile, je trouve, pour Valentin Royer. C'est difficile de lui en vouloir. Très bien. Voilà, pour ce tour d'horizon, on ne peut pas parler de tous les Français, toutes les Françaises. On aurait pu parler de MP Ricard, de Herbert, d'Hugo Humbert. Mais, on parlera sur la saison de gazon peut-être. Ouais, on l'attend. Peut-être sur d'autres tournois, on les attend un peu plus, ceux-là. On va faire un très très rapide mini bilan de les à côté de Roland Garros. Roland Garros, c'est pas que le sportif, il se passe quand même toujours plein de choses pendant la quinzaine. Il y a toujours des bons petits sujets qui éclosent, notamment au niveau médiatique, avec des petites polémiques, des choses aussi très belles à souligner, hein, des belles initiatives. Cette année, ça a été une édition un peu particulière. On a été un peu sur comment essayer de réparer les erreurs passées, d'apporter des améliorations. Et il y a eu aussi toute cette dynamique où ça a été un sacro Roland Garros, avec des hommages, avec des grandes figures qui étaient un peu pour leur dernière. Il y avait ce côté un peu édition particulière. En tout cas, petit point, on va devoir aborder très rapidement les sujets, mais on fait un peu à la roulette. Je tourne la roulette et je vous propose pour démarrer la thématique ambiance. Ambiance un peu particulière sur ce Roland Garros, notamment pour ce qui est vis-à-vis du public et du monde présent. Alors, monde présent sur place, on a eu un record d'affluence. Tu parlais déjà de stats record pour l'Opening Week. Soutien massif, beaucoup de monde présent à Roland Garros. Ça s'est pas toujours vu dans les tribunes. On va en revenir juste après aussi de ce souci-là. Et une ambiance, ça a été répété et noté, où le cœur français était encore bien présent Port d'Auteuil, mais ça n'a pas fait plaisir à tout le monde, notamment côté des étrangers. Tu avais noté, j'ai vu Baptiste, certaines réflexions qui avaient eu lieu, en tout cas en première semaine, des étrangers sur les cours annexes notamment, qui étaient très dérangés. Ouais, déjà,
Si on parle du cours déjà, des cours principaux, par exemple, Mouniard sur le Langlaine, il avait dit que c'était très intense, mais là, il considérait que son match contre Arthur Fils, c'était un total manque de respect parce que les gens sifflaient pendant les jeux. Donc pour lui, ça ressemblait pas à une fête totalement. À l'inverse, Arthur Fils avait dit que lui, c'était l'une des meilleures ambiances. Il dit que sans le public, il n'aurait jamais fini le match. Donc, voilà, et que dans d'autres tournois, il y a bien pire. Bon, il y a eu pire quand même, hein, comme tu as dit sur les cours Adex, comme Jakub Betsik face à Alexandre Müller. C'était chaud. Là, c'était vraiment chaud. Là, on a dépassé un stade où quand même... une tension. Il y avait de la tension, mais c'était même des insultes à l'égard de Betsik. Je sais même pas comment il a fait pour garder son calme. Enfin, il n'a pas été... J'ai pas trouvé une attitude... Il n'a pas eu une attitude déplaisante. Mais en fait, voilà. il les a nargués. Il les a nargués aussi, Ouais, c'est normal. C'est normal, ouais. C'est normal. En fait, le public râlait beaucoup parce qu'il pleuvait et Mensi qui se plaignait que ça glissait et puis voilà, le public français en profite pour le huer. Ouais. Le conspuer. Le conspuer. Le conspuer. D'accord. Super, bah, on apprend des choses tous les jours. Le terme conspuer, Ouais, ça me disait vraiment rien. c'est bou. Moi, ça me dit... Bou. Le bouet. Le boué. C'est le. Et Voilà. il y a eu- S'en prendre à lui. Il y a eu aussi Kekmanovic aussi, qui a gardé un souvenir amer du cours 14. Il dit l'ambiance c'était horrible, c'était une sensation affreuse. On m'a craché dessus, c'était indécent. Mais ça avait déjà été le cas l'année dernière avec David Goffin, Goffin. le Belge Goffin. Donc, du coup, c'était plein. Voilà, il y a toujours ce côté où au niveau du public Un peu tricolore, trop, en tout cas, on a cette énergie de supporterisme Un peu très trop appuyée, débordant. très forte dans les événements sportifs. C'est quelque chose qui se voit beaucoup pour des événements aussi de très grande ampleur, mais notamment dans les sports collectifs, dans des stades de foot, de handball, de basket, des salles de volley. Là, peut-être que le souci, c'est qu'on veut trop copier-coller au tennis, mais qu'on en oublie le côté aussi apaisé et respectueux du sport. Et on oublie que c'est pas supporter et focaliser le français qu'il faut négliger et discréditer l'étranger. Je pense qu'il y a une part du public français qui s'y trompe en pensant que parce que tu es supporter de l'un, il faut cracher sur l'autre. Il faut s'en prendre à l'autre. Ils n'ont pas compris que c'est pour la beauté, l'élégance du tennis. Il y a aussi une autre dynamique qui est peut-être pas la même que dans certains sports français. Et peut-être qu'une nouvelle partie, un nouveau public, on parle de record, donc il y a forcément un nouveau public qui arrive. Il est peut-être pas trop accordé. Ce que je disais dans les qualifications, ça a beaucoup changé. Moi, quand j'étais dans les tribunes, c'était beaucoup d'enfants qui étaient invités. Et c'était assez insupportable à suivre le match, par contre... avec des chants lancés par des enfants de 6 ans à chaque point. Chaque point. Ouais, les pop, il faut doser. Fou. Là, Ça me faut rendait doser. vraiment fou. Doser. Puis c'était toujours des voix très stridentes d'enfants. Vraiment, on sentait qu'ils avaient 6 ans. Quoi. Non, Après, c'est une minorité, mais bon. Mais il y a Oui, du c'est mieux, dommage, par c'est contre. dommage qu'on en vienne là, alors que ça pourrait être une belle fête et juste un pop sur le match. Quoi. Bon, allez, Enfin, pas 40. Quoi. je fais le lien du coup avec ma roulette. Je tourne ma roulette et je m'arrête volontairement sur toujours cette notion publique où je dis ça, on l'a un peu plus ressenti dans les cours annexes plutôt que dans des cours principaux. Là aussi, les cours principaux qui sont beaucoup plus montrés à la télé. Où c'est peut-être un cadre un peu plus cadré, un peu plus attention, respect aussi. C'est l'élite qu'on vous propose sur ces cours-là. Soyez à fond dans le match, mais respectueux. Mais ça nous a aussi permis de voir que sur certains matchs, il y avait des parties de tribune extrêmement vides, ce qui fait que là, moins t'as de public, moins t'as de problèmes. Donc je fais un peu le lien, mais toujours ce gros problème à Roland-Garros de constater que sur des sessions, pourtant des matchs qui sur le papier on se fout pas de nous, hein. Ouais, Ça féminin, masculin, quand bien même le sexe, c'est des matchs de qualité où c'est des joueurs qui sont bien classés, c'est des moments peut-être cruciaux où on arrive même déjà en deuxième semaine parfois. Et pourquoi voit-on encore autant de places vides à Roland-Garros? On parle notamment des loges, ce qui sont ces places qui sont quasiment tout en contrebas des cours principaux, donc qui sont les premières exposées aux caméras sur tous les plans qu'on voit des échanges. Et on n'arrive pas à remplir. Pourquoi on a autant de spectateurs et qu'on n'arrive pas à remplir nos cours? Ce que je disais dans ma première partie, la phase du tennis qui change et on a beaucoup moins justement, notamment dans ces qualifications, de costards, de chapeaux. Enfin voilà, on voit les personnes un petit peu qui sont là aussi pour se montrer. Et je pense que je sais pas si c'est l'effet météo. Moi, je me dis que c'est l'effet météo parce qu'en vrai, il fait quand même de moins en moins beau quand on regarde.
Roland. Ça n'a pas été la plus belle quinzaine. Il y a aussi ce côté facteur où on voit aussi sur des matchs qui sont programmés, matchs féminins qui démarrent à 11h du matin. Là, on dit que c'est le temps de midi. Ça peut expliquer certaines choses. Mais franchement, va pas me faire croire qu'il n'y a pas des gens qui se disent je préfère aller regarder un match à Roland-Garros en expérience plutôt que de manger mon petit repas du midi alors que tu peux le décaler. Sachant que peut-être, c'est aussi la plupart de ces gens-là qui, on en parle aussi, de ce souci transversal, ce problème d'accès à la billetterie, aux billets, avec peut-être beaucoup de gens très volontaires pour vouloir y aller, mais qui ne peuvent pas, qui n'ont pas l'offre, qui n'ont plus l'offre. Avec cette année, tu l'as appuyé, un système de tirage au sort pour la billetterie grand public. Il y a toujours cet avantage donné aux licenciés de la Fédération française de tennis et des avantages premium pour les partenaires. Et pour le tirage cette année, il y a eu un demi-million de personnes en liste d'attente. Le site a craché, ça a été très compliqué. À la fin, on voit que toutes les places partent. Tu te dis que dans tous les cas, le succès financier est au rendez-vous. Et à la fin, tu te retrouves avec des cours vides. Pourquoi ? Parce que peut-être que les gens achètent de manière impulsive, compulsive. Et une fois qu'ils ont le jour J, ils voient les affiches et ils disent « j'ai le luxe de dire je veux pas y aller ». Non mais là, pareil, je pense à la 8e de finale entre Louise Boisson et Pegula. Le début, c'est honteux, c'est une catastrophe. C'est une honte, il y a 10 personnes dans le stade. Je veux bien, au bout d'un moment, c'est le midi, mais bon, de là à ce qu'il y ait 10 personnes sur le court, c'est n'importe quoi, c'est irréaliste. Moi, je pense aux commentateurs qui étaient dans la tribune, donc il y avait Mathieu Lartaud et Alizé Cornet. Eux-mêmes étaient impressionnés qu'il n'y ait personne. Ils auraient presque pu ouvrir la fenêtre, on les aurait plus entendus que le public. C'est n'importe quoi. Mais les loges, c'est pas censé être les personnes qui sont invitées ? Les invités. Alors, c'est en lien avec les partenaires, de ce que j'ai vu, beaucoup, des guests, des personnalités publiques. Et il y a toujours, a priori, depuis 5 ans, un système qui a été ouvert par l'organisation de Roland-Garros avec ces upgrades Châtrier notamment, donc qui concerne là en l'occurrence le Philippe Châtrier, qui permet à certaines personnes qui ont des billets moindres, qui donnent des accès seulement aux cours annexes, sur des sessions où ils se rendent compte que le cours central n'est pas beaucoup rempli, de permettre cet accès ponctuel en tout cas, jusqu'à ce que quelqu'un qui ait vraiment accès à cette place te dise tu vires, maintenant je viens occuper la place, mais tu as le droit d'occuper en tout cas pour que même visuellement, et c'est un peu la technique un peu de dernier recours pour l'image. Venez, on a les cours remplis, mais c'est même pas les vrais clients. Et c'est peut-être ces gens-là qui préfèrent regarder le tennis. C'est encore dommage. Proposition d'Henri Lecomte. Tu l'avais souligné aussi sur RTL, mais en tout cas, c'était de faire des travaux et en tout cas, juste ne serait-ce déjà que rehausser ces loges, qu'elles ne soient pas au premier plan, déjà dans un premier temps. Du coup, de permettre au tout public d'occuper ces espaces-là, qui sont quand même des espaces de privilégiés. Tu es au plus près de la balle, tu sens la terre battue, tu sens la vitesse. C'est pour ça que c'est les loges qui sont là. C'est pour ça que les loges sont toutes très basses sur Roland-Garros. Ça l'est pas forcément à Wimbledon ou à l'US Open, par exemple, où les personnes sont beaucoup plus haut, un peu au niveau des box d'entraîneurs, un peu dans ce système-là. Donc lui, sa suggestion, c'est de dire à un moment donné, investissez, faites des travaux, mais rehaussez-moi ça et laissez le populaire revenir en bas et comparer ça à l'expérience des Jeux Olympiques où là, c'était un cadre tout à fait à part. C'est les Jeux Olympiques, ça vient du monde entier. Il n'y a plus trop cet esprit de loge, mais du coup, ça fait que l'effervescence et l'ambiance étaient largement au rendez-vous. Et ensuite, je pense que on parle de la beauté du tournoi, la grandeur de Roland-Garros. Mais force est de constater que n'importe qui allume son téléviseur pour regarder de l'autre bout du monde Roland-Garros, il doit se dire que c'est un piteux tournoi. C'est clair. Sur certaines affiches, en tout cas. Ouais, c'est vrai que, surtout avec les controverses qu'il y a eu, les joueurs qui parlent et qui parlent mal de la foule française, c'est vrai qu'on doit être pas super bien vu. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est le plus beau des tournois du Grand Chelem. Donc, Ouais, voilà. Bon, écoute, là-dessus, il y a des choses qui étaient quand même très belles. Des choses qui ont été très belles, qui ont été très émouvantes. Je fais retourner ma mini-roulette des sujets Roland-Garros. Les hommages. Il y a eu des beaux petits hommages. On a démarré dimanche, premier jour du tournoi, du tableau principal, avec un vibrant hommage pour Rafael Nadal. Comment vous l'avez vécu, cet hommage? Je l'ai trouvé sobre et puissant. À l'image de Rafael Nadal. À l'image de Roland-Garros, même. À l'image de Rafael Nadal. À l'image de la beauté de Nadal, la beauté de Roland-Garros, ce cadre très esthétique, très épuré. On lui a rendu hommage comme il le fallait. On en avait parlé quand on avait fait le hors-série sur Nadal, où on parlait de l'hommage qui était un peu décevant sur la Coupe Davis. Mais là, franchement, il a eu l'hommage qu'il devait avoir.
Surtout moi j'ai été impressionné aussi par la plaque sur le conflit du Châtrier, pardon. Ouais, la surprise. Voilà, c'est une très belle surprise et ça laisse une marque indélébile sur le court pour une légende de ce sport. Donc, et on le voit, de toute façon, tous les plus grands cette année, comme Alcaraz ou Zverev, sont direct allés sur la plaque pour aller Tout le voir. monde, Donc, ça tout le montre monde allait prendre sa photo. ça montre la grandeur du joueur. Et voilà, c'est que lui donner du respect à son nom. Avez-vous vu aussi cette image des petits ramasseurs de balles? Il y en a un qui est à côté de la plaque et qui la touche, mais même il y en a un qui la nettoie. Il voit qu'il y avait de la terre et il se met à brosser presque, et à la nettoyer en mode respect pour monsieur Non, Nadal. j'ai pas vu. C'est beau. Il y a eu le Big Three, donc Big Four qui a été réuni. Moment aussi très fort, Charlie. Bah, moi c'était plus ça qui m'a impacté, que j'ai bien aimé, parce que ils font partie de lui aussi. C'est des joueurs. Djoko, il l'a dit en interview d'après-match, quand Rafa est parti, une partie de moi est partie avec lui sans que je le veuille. En fait, donc j'ai trouvé cette image super belle. J'étais content qu'il y ait Andy Murray aussi présent. Et sinon, le petit malus, par contre, sur cette cérémonie, c'est tous les t-shirts Merci Rafa qui ont été donnés au public, voilà, pour faire des couleurs orange partout, et qui se retrouvent vendus sur Internet à 350 €. Les gens. Mais ça, c'est pas de l'ordre de l'organisation, de l'idée qu'il y a derrière, c'est la mentalité humaine. Voilà, qui bien sûr. pointée du doigt. Moi, mini bémol, c'est que j'aurais aimé cette séquence câlin avec Roger Federer, ou comme la photo des adieux de Roger Federer à la Lever Cup, où ils sont tous les deux en larmes. J'aurais presque aimé qu'il y ait ce petit moment où ils se rendent les larmes un peu. Après, là, je fais exprès. Non, mais je fais exprès. C'est ironique ce que je dis là. Je fais exprès. Hein. C'est pas comme si c'est une vraie critique. Le truc, c'est que Rafa, il a déjà eu beaucoup d'hommages. Ouais, en fait, c'était le dernier du dernier, là, c'est beau. Là, c'est fini. Il avait déjà eu Madrid. En fait, ces hommages, ça fait maintenant 2 ans qu'il en a. Il fait la tournée des hommages. C'est ça, il fait son dernier tournoi. Le dernier moment, il le fait son dernier tournoi, hommage. Prochain tournoi, c'est son dernier hommage. Ouais, c'est bien. Mais c'était un bel hommage. Hommage beaucoup plus simple pour Richard Gasquet, quelques jours plus tard, jeudi. Lui aussi qui a eu son petit hommage après avoir perdu contre Yannick Sinner. Avec Nadal aussi a eu un petit trophée de légende. Richard Gasquet a aussi eu son petit trophée avec de la terre avec son nom inscrit dessus. Par contre, lui, il a eu Nico aussi Mahut aussi. Nico Mahut, et Caro Garcia, j'ai un doute, mais si, elle en a eu un aussi. Ils ont eu le temps d'en faire un parce qu'elle annonçait vraiment très tard. Je crois qu'elle en a eu un aussi. Mais pour Richard Gasquet, à la limite, lui aussi, il a eu le temps de parler au micro, de s'adresser au public. Il a pas revenu sur toute sa carrière, il a surtout eu le moment de parler de son amour et de le moment présent. Et on a eu la séquence vidéo où les autres mousquetaires notamment, et quelques grandes figures du tennis international lui ont rendu hommage. Par contre, à la différence de Nadal, eux n'étaient pas présents physiquement. Ça, c'est dommage. Alors que Tsonga, commentateur, consultant Prime, il est dans le coin. Mon fils qui fait le tournoi, peut-être que à la limite, il y avait une vraie excuse physique, mais tu peux te pointer 10 minutes et dire bonjour. Et Gilles Simon, je sais pas où il était. Il était présent, Gilles Simon. Mais oui, il était présent. Mais je veux dire, pourquoi pas faire la photo de famille sur le court à l'image de Nadal? C'est peut-être un copier-coller, mais on a le Big Four. Mais pour nous, Français, les 4 mousquetaires, c'est quelque chose, tu vois. Ah non, Benoît Paire. Benoît Paire, il est en haut maintenant. Oui, aussi, mais Benoît Paire avec un gros plan à la limite où il se lève et il applaudit comme ça dans un grand raquette. Il s'aime bien en plus. Il s'aime bien les deux. Et moi j'aurais bien aimé, alors si tu réunis les 4 mousquetaires, qu'il y a un grand silence, un beau moment, et t'entends un mec au loin, la chatte. Ouais, de la chatte, je vais être sur la photo. Et que ce soit Benoît Paire. Énorme. Benoît Paire qui n'a pas joué du tournoi, mais qui était que consultant pour France Télé, et notamment la chaîne numérique, pour ceux qui veulent. Il plaît au public. Et il a été vachement pertinent, il était vachement sympa. C'est à se dire que plus tard, pour France Télévisions. Pourquoi pas? De toute façon, c'est un bon gars. Hein. Oui. Oui, on connaît ses pétages de plomb, mais c'est le tennis. Et en dehors du tennis, il est capable d'être un mec vachement cool. Bien sûr. En tout cas, d'apparence, on le connaît pas personnellement, on n'a pas le 06 de Benoît Paire. J'ai pas fait d'apéro Instagram avec lui encore. Je sais pas si Charlie a été invité quand il était 60e mondial, on le rappelle. T'as pas été invité, toi? Non. J'aimerais bien. Stanislas Wawrinka. Non, mais Benoît Paire, je lui ai envoyé un message. DM Instagram. DM Instagram. C'est déjà fait en vrai.
Et s'il y avait d'autres sujets, un dernier mini-sujet à aborder, mais très rapidement, parce que là, de toute façon, c'est loin d'être réglé, c'était le problème des Night Sessions qui a eu lieu lors de cette édition 2025, avec 11 journées avec une Night Session, 11 jours de suite, du dimanche 25 mai, premier tour inaugural, jusqu'au mercredi 4 juin, quart de finale masculin, et 11 soirées, 11 matchs masculins proposés sur le Châtrier en Night Session. Là aussi, comme l'an passé, donc pas de femmes mises à l'honneur. Il y a Amélie Mauresmo qui a forcément été interrogée et critiquée. On est quand même sur une directrice de Roland Garros. On s'est dit qu'elle sait quand même ce que c'est que de mettre en avant le tennis féminin. Mais elle dit toujours que la question centrale, si je la cite, était la durée des matchs. Je pense qu'on ne serait pas en train d'avoir ces conversations si nous avions le même format de jeu pour les tableaux masculins et féminins. C'est la durée ou la possible durée qui fait que c'est difficile pour nous en termes de programmation. Ça se justifie pas toujours, peut-être. Ça justifie pas du tout. Il y a des affiches qui auraient dû... Enfin, des affiches du tournoi féminin qui auraient dû être mis en Night Session. Vous avez vu l'avis de Patrick Mouratoglou au sujet? Oui, alors qui a dit qu'il n'y avait pas de star qui a dit dans un direct de France Télévisions avec Alizé Cornet à côté d'elle qui elle était choquée, elle a remis une pique en plus en finale. Mais je suis pas totalement en désaccord avec ce qu'il dit, parce que je veux bien dans le fond en fait. Je veux bien appuyer qu'il y a des très grandes joueuses, comme dans toutes les aires du tennis, il y a forcément les grandes joueuses et les moins grandes joueuses. C'est pas des légendes. Par contre, je pense que pour lui, son vécu perso et d'avoir traversé ces années 2000-2010 avec des puissances internationales, des visages comme Serena Williams. Serena Williams qui a un peu tout dévoré quand même derrière elle. Mais c'est un nom, ça reste un nom. Mais de ce fait, lui, il est un peu dans ce référentiel-là, donc je comprends son point de vue. Je suis pas forcément 100% d'accord, perso, mais je comprends son point de vue de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas dans le tennis féminin de stars aussi puissantes. Peut-être que Coco Gauff, comme elle est un peu l'héritière américaine, que maintenant elle a du galon, peut-être que sur le long terme, on va la voir comme une star internationale, une star du tennis. C'est une star en devenir. Mais c'est vrai que sur le papier, tu as du mal à mettre Aryna Sabalenka, qui est numéro 1 mondial depuis des mois et des mois, de dire c'est une star. C'est une star dans son monde, elle, peut-être, mais c'est dur à dire. Non, mais en tout cas, c'est. Même chez les mecs, j'ai du mal à mettre Yannick Sinner comme une star, par exemple. Alcaraz un peu plus. Alcaraz parce que c'est l'image Rafa un peu. Et parce qu'il y a ce côté où il a très vite cette appropriation populaire. Il a le public derrière lui, il a tout le monde. Enfin, il rassemble les Espagnols et il est un peu. Mais je trouve que c'est un petit peu ce petit problème, cette petite controverse, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va faire avancer, je pense, un petit peu les choses. C'est 11 Jabber qui parle, c'est 11 Jabber qui lance le pic à Amélie Mauresmo en disant t'as une fille, est-ce que c'est ce que tu souhaiterais que ta fille ne joue jamais en fait en Night Session, que personne ne la regarde. Et moi par contre là où je rejoins bien des personnes, Laurent Rochette, un ancien joueur professionnel français, pour les matchs en 5-7, je sais pas ce que vous en pensez pour les femmes. Moi, de ce fait, c'était la question. Par exemple, moi, je me suis prêté à un jeu sur mon document. J'avais noté donc tous les 11 affiches masculines qui ont été des Night Sessions sur le Philippe Chatrier. Et j'ai noté en dessous, par rapport aux matchs proposés le jour même sur le Chatrier ou le Langlaine, j'ai regardé les potentielles affiches féminines qui avaient donné lieu à des beaux matchs. Et même en termes de classement, qui pouvaient dire « Ok, ça, potentiellement, je suis programmateur, je peux le foutre en Night Session. » Eh bien, j'ai fait de mon côté, évidemment. Sur la première semaine, il y a peut-être qu'un Naomi Osaka, Paola Badoza, qui avait vraiment tout ça pour un match décevant en plus. Finalement, qui est quand même le meilleur de tous, on va dire. Donc en fait, sur la première semaine, sur les premiers tours, je puisse comprendre que l'argument, encore plus avec la durée, parce que du coup, ça fait beaucoup de matchs expéditifs, parce que la différence de niveau dans le tennis féminin fait que la résistance est moindre, et que même si tu résistes dans un match, tu peux perdre en 1h45. Je trouve qu'il y a aussi la frustration vis-à-vis du client qui a payé pour la Night Session et qui espère passer une longue, ou en tout cas une belle soirée. Par contre, à partir de la deuxième semaine, donc des 8e de finale notamment, là, on est dans du vrai sérieux, on a une vraie plus-value féminine. Et donc, ce côté match en 3-7 qui pourrait être du coup un 3-7 gagnant, qui pourrait être un argument, je pense que déjà dans les tournois que du Grand Chelem, ça peut se discuter, mais il faudrait que ça arrive à un certain stade du tournoi, et c'est peut-être trop tard pour elle. Ouais. Pourquoi trop tard ?
Si tu proposes pas, tu vas pas faire pour une organisation pareille, tu proposes pas des 3e tours en 5-7 pour toutes les femmes. Non, mais tu dois attendre la 2e semaine, admettons. En fait, pour moi, ça devrait être comme les hommes. Enfin, ça devrait être équitable. Il y a pas... En fait, les femmes sont totalement capables de jouer 5-7. Oui. Je vois pas pourquoi elles les joueraient pas. Ça fait que assombrir leur image et assombrir leur performance, parce que moi je trouve ça en fait même décevant toute l'année. En fait, qu'est-ce qui fait la beauté d'un grand chelem aussi quand on le regarde chez les hommes? C'est parce que toute l'année, les fans de tennis, ils regardent tous les tournois, même les Master 1000 qui se jouent en 2 sets gagnants. Le fait que ça se joue en 3 sets, là, ça rajoute quelque chose. Ça rajoute quelque chose d'énorme. Et ça rajoute quelque chose aussi à la prestation finale, au vainqueur qui s'est battu tout au long de Roland Garros. Et je pense que si c'était vraiment le cas, je pense que toute l'organisation féminine, la WTA, y aurait trouvé son compte et aurait déjà appuyé depuis des années, parce qu'à l'époque de Serena Williams, Marion Bartoli, Muguruza et tout, des Simona Halep, des Sharapova, des matchs en 3-7, en 3-7 gagnants, on en aurait demandé. Donc pourquoi ça s'est pas établi à l'époque? Pourquoi ça s'est toujours pas établi aujourd'hui? Je pense qu'il y a vraiment ce côté où, dans la dimension du tennis féminin, elles savent aussi c'est quoi leurs limites. Elles savent aussi que ça doit être grand chelem. Pour l'instant, si elles n'osent pas pousser dans ce sens-là, sinon on aurait 200 joueuses qui demanderaient à avoir ces matchs-là. Je pense que c'est juste. Mais je pense que c'est encore, ça concerne vraiment des joueuses qui ont l'argent, les sponsors, le business pour tenir cette cadence-là. Je pense de ce fait que si c'est pour l'élite, ça devrait être réservé déjà pour l'instant que dans les cadres du tournoi du Grand Chelem, parce que c'est des matchs en 3-7, c'est logique. Mais à un certain stade de la compétition où tu es censé voir l'élite jouer, et tu dis que elle, en termes de récupération physiquement, mentalement, c'est pour moi les plus parés à ça. Et donc ce serait pas pour moi ce serait pas fou qu'à l'avenir qu'on me dise allez, dans un premier temps on fait un test, à partir des demi-finales c'est en 5-7, parce qu'il y a aussi ce côté où, au niveau de l'organisation dans Roland Garros, on sait qu'à partir des quarts de finale, on n'a plus que quelques matchs par jour sur les grands cours. On sait qu'ils ont largement le temps d'établir ces matchs-là. Après, il faut trouver le public qui irait voir ces matchs marathon. Mais un match marathon peut peut-être donner envie à ce moment-là. Parce que justement, le problème des remplissages des stades, c'est vrai qu'on parle des night sessions et des gens qui n'ont pas envie de se déplacer pour 1h15. Déjà, il y en a de moins en moins qui ont envie de se déplacer pour un match de 3h30. Donc, tu leur mets un match de 1h20, ils vont encore moins se déplacer. On est peut-être moins patient. Bien sûr. Dans une société, une génération où tout va très vite, donc le tennis apparaît un peu plus. Mais on est sur une génération qui change complètement. C'est même Mouratoglou qui dit qu'il faut un peu casser les codes. Il fait l'UTS, il fait des trucs un peu sans sas, rapides, courts, efficaces. C'est dans la tendance, mais je trouve que le tennis, il garde cette logique de durée et de calme. Je trouve qu'il vient casser un peu les codes, et ça reste le sport d'élite, le sport. La belle image du tennis. Parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure avec les Sharapova, Halep, Serena Williams. Elles faisaient des matchs. Elles auraient pu faire des matchs en 5-7. Des matchs en 5-7, voilà. Mais en fait, je pense que c'est aussi vraiment tout. C'est en dehors du tennis. C'est la voix des femmes qui s'élève, je pense. Je pense que c'est juste que maintenant, elles osent. On a aussi, en fait, 11 jabbeurs. En fait, là, si 11 jabbeurs ne lance pas ce pic, pourquoi on en parlerait maintenant? On n'en aurait jamais parlé. On n'en aurait jamais parlé. Je pense qu'on en aurait parlé en faisant le bilan à la fin seulement, après coup. Parce que ça fait des années que les grands chelems passent et repassent, et on n'a jamais vraiment évoqué sérieusement c'est jamais vraiment passé à la télé, etc., de faire des matchs en 5-7, et maintenant ça s'entend. Donc je pense qu'il y aura une évolution positive sur ça. Ce serait très intéressant. Le débat des matchs en 5-7 dans le tennis féminin n'a pas fini de faire parler. Et je finirai avec la mini-roulette. 2 mini-thèmes qui ont aussi fait parler pendant Roland Garros. Des points positifs pour le coup. Pas forcément positifs, pardon. J'ai peut-être un peu trop vite parlé. Mini-argument sur la tribune Concorde, qui est eu un test qui a été fait avec l'installation d'une tribune avec... tribune transat, écran géant sur la place Concorde, à l'image un peu des Jeux Olympiques, où tout le monde a pu assister au cœur de Paris à Roland Garros, qui se passait à quelques hectomètres de là.
C'est une bonne idée, mais c'est vrai qu'en termes de bilan et de ce que l'on a vu et d'appréciation, la météo, forcément, quand elle n'est pas au rendez-vous dans un espace en plein air, ça n'aide pas. Et les Français, le manque de ferveur française, comme lors des Jeux Olympiques, où tu étais sûr qu'il y avait de quoi supporter un Français pour n'importe quel Parisien, n'importe quel fan. Là, forcément, très vite, tu as été à court de solutions. Et donc, la Tribune Concorde n'a pas vécu correctement. Mais c'est une bonne initiative, mais il faut vraiment voir à l'avenir. Et un vrai clin d'œil, un vrai point positif pour la première dans l'histoire de ramasseurs et ramasseuses de balles en fauteuil. Ouais. Notamment ce qui était du handisport, du handi-tennis. Mais le fait d'instaurer ça dès cette année, des jeunes joueurs et jeunes joueuses de fauteuil tennis qui étaient ramasseurs de balles, c'était un très beau message véhiculé. Et c'est bien, tout change, tout évolue. C'est génial. C'est une bonne chose, ça va dans le bon sens. Dans le bon sens ou dans le mauvais pour un peu les puristes du tennis avec toutes les hostilités. Voilà. Bon, on est dans un timing où on va devoir laisser Baptiste. Il va nous faire son mini adieu, mini ciao. Tu veux que je dise adieu au Campus Sport Club? Tu as lu mon CDD? Non, je rigole. Il insiste. Je t'ai dit mardi soir. Non, mais très heureux d'avoir participé à cette émission. Sur je vous laisse débriefer, je pense. On va finir, on va prendre un tout petit peu de temps. Donc, on va finir, on va parler des finales de ce tournoi, mais en étant très concis avec Charlie, comme ça, on t'oubliera pas. Donc, bonne écoute à tous et j'espère que vous allez faire un bon débrief, les gars. Et voilà, je vous laisse la suite. C'est bête, je comptais un peu sur toi pour m'épauler sur cette dernière partie parce que c'est pas ce sur quoi je suis le plus. Je vais t'attaquer, hein. Pas de souci. J'ai hâte d'écouter. Envoie-moi tes arguments, Baptiste. Je vais te défoncer. J'ai hâte d'écouter. En tout cas, mais je pense que tout le monde les a, mes arguments. Bon, merci Baptiste. Merci à vous. Et puis au plus vite, on ne sait jamais trop comment ça se passe en fin d'année, donc je dis au plus vite, de te revoir dans le CSC. Merci. Ciao. Au plus vite, Blair. Merci. Bon, c'est bon, on a fait le deuil de Baptiste. Charlie, sèche tes larmes. Est-ce qu'on n'a pas plus pleuré pour le départ de Baptiste à l'instant que pour Rafael Nadal? Non, c'est faux. Ah, moi aussi. Alors, Rafael Nadal, j'ai pas versé un torrent de larmes non plus. Oh, pas du tout, moi non plus. Alors que Federer, vraiment, ça m'avait fait mal au cœur. On n'est pas de la même génération non plus. Mais Federer, il y avait ce côté où il y avait juste avant, il y avait un match à la Lever Cup. C'était avec Nadal. Il y a eu ces images main dans la main, très très émouvant, qu'on vous invite à les revoir. Bien évidemment, on avait fait aussi un vibrant moment hommage entre nous dans le CSC, dans l'émission de la rétro de l'année 2022. Ça remonte déjà, ça va faire 3 ans que Federer a pris sa retraite. Ouais. Nadal qui l'a fait du coup il y a 6 mois. À quand Djokovic? C'est aussi une des interrogations. Quand Djoko, il a été questionné sur ça. D'ailleurs, il a été défendu aussi par Arina Sabalenka en conférence de presse, qui a dit, mais en fait, laissez-le tranquille parce qu'on n'a pas envie qu'il parte. Donc, c'est la folle amitié entre les deux. Hein. On a vu beaucoup d'images aussi. Ouais, c'est vrai, mais en fait, il a raison. Il faut arrêter il a rien annoncé. Donc, moi, je pense que c'est vrai que tu es là, tu joues, tu gagnes encore des titres. Pourquoi on passe son temps à te questionner? Moi, j'ai du mal avec ça. Sur ta fin de carrière, quoi, en plus. On attendra. Djokovic, qui aura livré une solide demi-finale contre Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, mais qui aura été battu en 3-7 secs. Yannick Sinner, l'intouchable, qui n'a perdu aucun set du tournoi jusqu'à se hisser en finale face à Carlos Alcaraz, son bourreau, celui qui l'avait battu déjà lors des 2 précédentes éditions de Roland. L'ennemi numéro 1, l'homme à abattre, le nouveau féru de terre battue espagnol qui est parti pour tout rafler. Ça nous promettait une finale de fou. Il est temps d'aborder quand même cette fin de tournoi Roland-Garros, cette conclusion, cette apothéose, pas seulement du simple messieurs, mais on va beaucoup en parler, on va commencer par ça. Cette finale d'anthologie entre Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, on en a déjà touché un tout petit mot mardi dans l'émission en revenant sur l'actualité, mais cette finale épique en 5-7, 5h29, la plus longue de l'histoire de Roland, entre 2 jeunes joueurs du 21e siècle, la relève, un duel de fou avec notamment 3 balles de match sauvées pour Carlos Alcaraz. C'est la 2e fois seulement de l'histoire que quelqu'un sauve 3 balles de match dans une finale d'un tournoi du Grand Chelem, c'est dire. Et quoi, on a du mal après maintenant à trouver encore les termes 5 jours après. Est-ce que toi, tu as encore un nouveau point de vue, un nouvel éclairage à nous faire, Charlie? Le pro du tennis, le 60e mondial. En fait, c'est que ce match, il promettait déjà d'être dantesque dans le sens où on a un Sinner qui ne perd pas un match de l'année sauf quand il joue contre Alcaraz. Ouais. Le bilan, à renoter, sur les 50 derniers matchs de Yannick Sinner,
Ouais. 3 défaites, seulement Alcaraz. Ouais, bien sûr. Là, c'était la dernière à Roland. L'avant-dernière, c'était à Rome. En finale, ouais. Ouais, en finale de Rome. En plus, chez lui, chez Yannick. Donc, ouais, ça nous promettait quelque chose d'exceptionnel. Ça se finit d'une manière exceptionnelle. On est presque déçu que ça se finisse, que ce soit aussi peu serré dans le super tie-break de la 5e manche. Mais bon. Bien sûr, après, c'est. Mais Alcaraz. Si c'est le seul bémol, on pardonne. Ouais, bien sûr. Alcaraz qui a été très très solide mentalement. Lui qui a encore peu de semaines, des petits mois, se disait très très mal mentalement. Il a fait preuve de beaucoup de résilience. Il a été très bon. Donc on lui tire notre chapeau. On a un petit. Je sais pas toi, Adrien, comment tu le ressens ça? Moi, ça me fait un petit peu mal pour Yannick Sinner. J'avoue que partager. Moi, j'étais ni supporter de l'un ni supporter de l'autre. J'étais vraiment à fond pour le beau tennis. Ouais. Alcaraz me transmet pas encore autant d'émotions que certains joueurs. Par contre, j'espérais moi cette finale un peu marathon. Je l'ai eu grâce, merci à Alcaraz ou à Sinner de ne pas avoir transformé ses balles de match. Mais pour autant, c'est pas parce que Alcaraz a renversé la situation que je l'aurais rêvé en vainqueur de Roland. J'aurais aimé quand même ce thriller où peut-être qu'à la fin c'est quand même l'Italien qui gagne et de dire voilà, pour les années à venir ça va pas être une hégémonie Alcaraz parce que celle de Nadal a été belle, mais avec du recul on sait qu'on n'a pas toujours envie de ça dans le sport. Les hégémonies ça va selon le temps, mais après c'est une hégémonie. Nadal c'était une hégémonie sur terre battue, c'est tout. Oui, sur le tournoi. Non, oui, sur le tournoi en particulier. Mais c'est vrai que sinon je suis pas sûr qu'on aura une hégémonie, mais moi j'ai hâte de voir en fait. Ça, c'est des défaites qui peuvent faire mal, mais des défaites qui peuvent vraiment tout changer aussi. Je pense que il s'est mis aussi un petit peu lui-même peut-être sur un piédestal, Yannick Sinner, bien qu'il paraisse toujours aussi robotesque. Je sais pas si on peut dire ce terme. Neutre, froid, froid, sans émotion. Mais pas froid, comment dire aussi aux gens, pas froid dans le méchant. Ouais, bien sûr, non, très stoïque. Voilà, juste à ne rien donner il ne laisse rien paraître. À ne pas s'appuyer spécialement sur le public, à ne pas péter un plomb, juste un joueur un peu comme Loïs Boisson, mais Loïs Boisson on sent un peu plus teigneuse, on sent un peu plus quand même avec la puissance, de la rage à balancer. Mais Yannick Sinner aussi, quand il gagne des points, mais c'est vrai que moi, ça m'a fait un peu de mal pour lui, mais j'espère qu'en fait, cette défaite, elle sera vraiment moteur dans sa carrière. Et je pense qu'on aura des magnifiques combats entre les deux. Hein. Ouais. Et qui pour rivaliser avec eux, par contre? Là, c'est un peu compliqué. Ça commence à se détacher. Enfin, on voit qu'il se détache du wagon. On voit que la génération 90, on parle de cette génération donc 21e siècle. C'est un 2002 contre un 2003. Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz. Les 90, de toute façon, le bilan pour l'instant, c'est 2 titres du Grand Chelem seulement pour les athlètes nés dans les années 90. C'est Dominic Thiem et Medvedev. Qui en ont un chacun. Dominic Thiem. Lui, Dominic par exemple, Thiem à l'US Open 2020. Ouais. Dominic Thiem, par exemple, son hommage, même à Roland, il m'a fait peut-être plus quelque chose que celui de Nadal. Ah ouais, à l'époque, ouais. Ah, j'aime beaucoup Dominic Thiem. Ouais, il t'a plus touché. Ouais. Mais en fait, moi, j'aime bien un petit peu ces éternels seconds qui vont pas tout gagner. Oui, ok. Parce que celui qui a toujours connu la gloire, son hommage... voilà. Oui, bon, d'accord, ok. Là-dessus. Après, je regardais aussi cette génération 2000, donc très dangereuse. On ne sait pas trop encore. On espère Arthur Fils, on espère des générations 2004-2005. Et Joao Fonseca, on ne sait pas. Mais c'est un peu aussi. On est un peu aussi dans l'ère de le moindre jeune qui à 17 ans, 18 ans fait des performances. On le sait, on le cible, on le voit, on nous le montre en vidéo, on nous le vend. Et donc de ce fait, les attentes sont décuplées par rapport, je pense, aux années 2000 où un petit Rafael Nadal qui faisait des grosses perfs, on disait ah bravo, solide, à confirmer. Aujourd'hui, c'est il doit exploser. Lui, s'il explose pas demain, je coupe ma jambe. C'est un peu. On l'a vu avec Joao Fonseca, justement, tu l'as dit, le jeune Brésilien qui a tout juste 18 ans, qui remplit un stade juste parce qu'il doit jouer. Il y a eu une file d'attente folle sur les cours 14. C'est un petit peu n'importe quoi. Faut pas non plus en faire tout un plat. Trop tôt, et puis il n'a pas approuvé énormément de choses. Alors certes il est jeune, mais on voit que dans tous les sports maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui sont bons, qui sont mis sur des piédestals très tôt, dans le foot de plus en plus aussi. Encore plus peut-être sur le côté parcours Yannick Sinner en finale, de voir gagner.
Je trouve aussi, peut-être un très mauvais avis personnel que j'ai, mais sur le parcours d'Alcaraz et le parcours de Sinner, je trouve qu'il y a aussi plus cette valeur méritante côté Yannick Sinner. Sinner qui bat Arthur Hinderknecht au premier tour, et Richard Gasquet au deuxième, Jiří Lehecka, le Tchèque, au troisième. Très costaud aussi. Et pas n'importe qui. André Roublev qui a été exempté troisième tour contre Fils, qui arrive quand même à battre en 3-7. Mais bon, André Roublev, il est capable du meilleur comme du pire. Et Alexander Bublik, la belle surprise en quart, et en demi-finale à Novak Djokovic, qui était toujours là à 38 ans à tenir tête. Là où Alcaraz, c'est un qualifié, c'est Giulio Zeppieri au début, Fabian Marozsan, le Hongrois, deuxième tour, Damir Dzumhur, quand bien même il lui a pris un set. Il lâche toujours des sets. En fait, sur le deuxième, troisième, quatrième tour, il a toujours lâché un set. Il arrive face à Belchenton, où c'est un long match, mais sur le papier... Premier tour, c'était Fabian Marozsan ? Non, c'était Giulio Zeppieri. Ah oui, d'accord. Deuxième tour, c'était Marozsan, ouais. Attends, là, il perd un set. Damir Dzumhur, il perd un set. Oui. Ben Shelton, Tommy Paul, l'Italien en quart, et en demi-finale, Lorenzo Musetti qui tient tête 2 gros sets, et après, malheureusement, lâche complet et abandonne pour une blessure. Je trouve aussi que sur le parcours, ça m'aurait moins peut-être dérangé Yannick Sinner l'emporter. Oui, mais ça, c'est plus le mérite sportif. Ça ne dit rien du tennis. Hein, c'était les parties de tableau. Il y a Zverev qui avait commenté un petit peu justement ces tableaux de Roland en disant bon, bah, c'est cool, Alcaraz il va pouvoir nous regarder, nous combattre tous ensemble. Donc je te parle des membres un petit peu du top 10, top 5. Il va nous regarder nous battre tous ensemble dans son canapé en attendant la finale, quoi. C'est vrai qu'il avait une partie de tableau très simple. Ouais, tout à fait. Et cet argument-là, ça me permet de faire la transition. Je le dis, mais en fait, il est peut-être pas très judicieux, parce que à côté de ça, côté du simple femme, si on devait regarder justement un peu plus côté parcours, et qu'on sait que Coco Gauff, l'américaine, a pu croiser Louise Boisson en demi-finale et la battre facilement, une 361e mondiale contre une deuxième mondiale qui sortait de grosses perfs, battue 6-1, 6-2. On se dit que sur le papier, c'est plutôt Aryna Sabalenka, son adversaire, qui sort Iga Swiatek, qui a aussi un sacré parcours de son côté, qui a dû sortir la championne olympique Qi Weizheng, qui avait été sacrée à Roland-Garros, qui sort aussi Amanda Anisimova, qui est quand même une belle cliente juste avant. On se dit que du coup, sur le papier du mérite, Aryna Sabalenka aurait pu l'être, mais dans le jeu proposé, Coco Gauff, qui a finalement remporté donc encore une fois le numéro 2 qui bat le numéro 1 en finale, au terme d'un très très beau match, aussi un très beau thriller en 2h38, 6-7, 6-2, 6-4 pour Coco Gauff, donc premier set perdu au tie-break très intense. Elle est encore un peu même schéma que pour Sabalenka contre Swiatek, où elle mène largement dans ce premier set. Elle a les breaks, elle double break je crois même, et elle se fait reprendre et elle est poussée au tie-break qu'elle remporte finalement. Et derrière, elle tombe complet sur les 2 derniers sets. Je sais pas quel est ton ressenti sur cette finale. Elle s'est beaucoup plaint, en tout cas Sabalenka, de dire que c'était de son jeu. Elle s'est plaint de son jeu. Elle s'est plaint des conditions de vent météo. Là où beaucoup ont plutôt souligné la pugnacité, le quadrillage du terrain et l'intensité mise par Coco Gauff dans les échanges, et toujours le choix judicieux, le bon coup de raquette, là où Sabalenka aussi a fini avec 70 fautes directes, donc elle va accuser peut-être d'autres. C'est exactement là où j'allais en venir, c'est ce sur quoi tu m'as lancé. En fait, Sabalenka, on peut pas dire qu'elle est sur un non-match, mais pour une finale de Roland, elle a fait un super Roland, elle mérite beaucoup de choses. C'est vrai que elle fait pas le match qu'il faut faire. Trop de fautes directes. À côté, on a une Coco Gauff qui fait autant de points gagnants que de fautes directes, c'est-à-dire 30 de chaque. Et à côté, on a Sabalenka qui fait 70 fautes directes. Donc c'est vrai que c'est à partir de là, on est directement sur un non-match. Coco Gauff, elle remet dans le cours, guerrière, très très physique. 2 joueuses qui se ressemblent un petit peu dans le style de jeu, je trouve. Donc c'est les fautes directes, je pense, qui font mal à la tête aussi. Merde, je m'étais coupé. Ouais, c'est vrai que comme tu le dis, là-dessus c'est dommage. En plus, il y a une sorte d'histoire de ce fait à tirer de cette victoire de Coco Gauff. Beaucoup l'ont comparé au sacre de Roger Federer en 2009. Est-ce que tu vois un peu pourquoi ? Pas du tout.
Donc je l'explique comme ça. Roger Federer qui sortait de 4 éditions de suite où il était battu par Rafael Nadal. En 2005, c'était en demi-finale pour le premier sacre de Nadal. Et après, de 2006, 2007, 2008, ils se sont à chaque fois croisés en finale de Roland-Garros. Et à chaque fois, Federer a perdu contre Nadal. Et arrive 2009 où Nadal perd enfin Roland-Garros. C'est contre le Suédois Robin Söderling. Et Söderling qui devient l'adversaire en finale de Federer. Et Federer qui bat le bourreau de Nadal. Et l'histoire, le parallèle à faire avec Coco Gauff, c'est que Coco Gauff, sur les 3 dernières éditions de Roland-Garros, a à chaque fois perdu contre Swiatek, que ce soit en finale ou plus tôt dans le tournoi. Et en finale, elle croise la bourreau de Iga Swiatek qui a perdu en demi-finale contre Aryna Sabalenka, et elle bat le bourreau de. Donc c'est un peu merci de m'avoir permis. Et ça rejoint légèrement le propos de Sabalenka qui dit ensuite en conférence de presse après match, en se décrédibilisant tellement qu'elle vient juste à se justifier en disant si c'était Iga qui avait joué cette finale contre Coco, je pense qu'Iga aurait gagné. Ça fait un peu cracher sur la performance de Coco. C'est dommage. Après, c'était pas nécessaire. Elle a un petit peu craqué sur cette conférence de presse. Oui, elle était ils lui ont demandé ce qu'elle allait faire. Elle a dit je vais aller boire de l'alcool en Grèce. J'ai déjà mes vacances prévues à Mykonos. Manger du sucre, des bonbons. Ouais, c'est ça. Bon, après, écoute, je trouve ça sympa aussi de voir que c'est pas que des robots qui sont des humains comme vous et moi. Donc, voilà. Mais belle finale à revoir aussi. Pas aussi longue forcément, mais là aussi revient la question de pourquoi pas instaurer bientôt en fin de tournoi de Grand Chelem peut-être les matchs en 5-7, et là on aurait été parce que ça, pareil, ce match-là est calibré le samedi, la finale du simple dame, pour ceux qui ne le savent pas, est programmée le samedi et la finale du simple homme est programmée le dimanche, ce qui laisse à chaque finale du simple quasiment tout l'après-midi pour avoir le temps de jouer. C'est pour ça que malgré un match de 5h30, Alcaraz et Sinner, c'est fini à tomber de la nuit, mais pas si tard que ça. Là où chez les femmes, ça s'est fini un peu plus tôt, mais ça a duré quand même 2h38. À voir ce que ça aurait donné en 5-7. Ou là encore, peut-être que Sabalenka aurait renversé la situation, on aurait eu un thriller de 4 heures. Mais même avant, même sur les demi-finales, Coco Gauff serait sûrement imposé 3-0 face à Boisson, mais à côté on a Swiatek, Sabalenka, ça aurait été exceptionnel de voir un match en 5-7. Et la finale pareil, en fait il peut y avoir énormément de retournements de situation. Regarde typiquement Alcaraz, Sinner, si on le fait en 2-7, Sinner c'est plié, 1h20 de match, il rentre à la maison, il a la coupe, non, c'est un grand chelem, c'est Roland Garros. C'est pour ça il y a encore ce léger débat. Je pense qu'il faudra le faire crescendo. Il faudra partir de la finale, peut-être des demi-finales aussi, mais il faudra faire petit à petit. Et on peut commencer à pousser. Jusqu'où peut-on proposer dans des grands tournois des matchs en 5-7 à ces mesdames? Pareil aussi, peut-être le souci avec Roland Garros, on se pose la question, on se la pose peut-être pas beaucoup pour l'US Open, Wimbledon ou l'Open d'Australie, mais peut-être que les grands chelems vont essayer peut-être de se coordonner là-dessus et avec la WTA et à dire écoutez, parce que pour savoir, les tournois du Grand Chelem ne sont pas tous responsables et coordonnés par la WTA qui s'occupe des tournois à partir des Masters 1000 féminins. Les Grands Chelems, c'est l'ITF, c'est la Fédération internationale. Et donc, de ce fait, les Grands Chelems ont un peu des règlements, des formats à part, d'où les matchs en 3-7, entre autres. Mais dans tous les cas, ça peut donner des idées. Si Roland est précurseur dans l'idée. J'espère d'ici la fin de la décennie, d'ici 2030, qu'à un moment donné, il y ait quand même un projet. Je voyais ça d'ici moins de 5 ans, moi. Ouais. Ah oui, moins de 5 ans, on est en 2025. D'ici la fin de la décennie. Ah bah oui. Pas dans 10 ans, hein. La décennie est là actuelle, des années 2020. D'accord, pardon. Okay. Non, ça va, tranquille. Et pour finir, finir aussi en beauté sur cette longue émission du Roland Garros avec Charlie et Baptiste qui étaient avec nous juste avant. Un mot quand même sur les doubles aussi, c'est les finales qu'on peut un peu parfois oublier, éclipser, notamment avec 2 finales d'anthologie qu'on a eues en simple, donc c'est très compliqué. Mais petit clin d'œil quand même, avec d'abord un petit mot pour le double mixte et le double dame, avec la victoire dans les 2 finales de l'Italienne Sara Errani, qui a bientôt 40 ans, continue quand même d'être là, d'être présente, d'être au haut niveau. C'est plus commun chez les mecs, j'ai l'impression, peut-être que tu as apporté peut-être ta touche plus tennis, Charlie, peut-être plus commun de voir des quarantenaires hommes performer beaucoup et être toujours au top en double. Là, chez les femmes, ça me paraissait beaucoup moins récurrent. C'est peut-être de plus en plus récurrent maintenant.
Et j'ai jamais entendu par le passé des filles de plus de 35 ans déjà être encore professionnelles. Ouais, c'est ça aussi. Et d'être en double et d'être au haut niveau en double. C'est que certaines, en moyenne, les femmes prennent plutôt leur retraite professionnelle que les hommes, en moyenne. Et puis, sinon, non, c'est aussi que c'est un aspect plus tactique que physique, avant tout, le double. Ça reste très physique aussi. Il faut rien enlever au double, à la discipline qu'est le double, mais c'est plus tactique. On voit Nico Mahut, ça n'a jamais été un grand joueur de simple. Mais avec Pierre Hugerbert, ils ont fait un super duo pendant longtemps à Roland-Garros. C'est un peu un autre sport dans le sport. C'est ça, c'est vraiment tactique. Jouer en équipe, se faire des signes. Et justement, ça pourrait être presque, parce que moi, je parlais du fait qu'on soutenait un joueur comme ça, qu'on connaissait pas 48 heures plus tôt. Le double, finalement, ça serait 2 Français, une équipe. Dans un tournoi comme Roland-Garros, je comprendrais même encore mieux, je trouve, toute la folie qu'il y aurait autour de... comment on dit toute Là, je t'ai perdu. Toute l'effervescence, tu veux dire Ouais, c'est ça, l'effervescence. Mais tu veux dire pour des joueurs. Pour des joueurs. Tu veux dire que c'est encore plus... l'intérêt pour... C'est encore plus compréhensible peut-être avec le côté spectacle et le côté... C'est ça. Okay. Que le double offre peut-être encore plus cette possibilité de s'enthousiasmer. C'est ça. Que pour une personne individuelle. Ok. Parce qu'ils sont 2. Une équipe qui représente, ça fait plus en fait équipe collective. Oui, d'accord. Ok, tu peux traduire ça par la paire française plutôt que... C'est plus un nom en fait, c'est presque la nationalité, tu veux dire, qui peut prendre c'est ça, d'accord, le dessus. Exactement. Pour nous, en tout cas, les chauvins qu'on est supporters français, de dire à Roland-Garros, c'est vrai que c'est la paire française, donc tu lui souhaites toujours du bonheur. On l'a vu au JO, des Alcaraz-Nadal, ça fonctionnait pas. Non, on voit que c'est pas parce que tu es très bon en simple que tu peux facilement te transposer au double. Parce que c'est complètement différent. C'est complètement différent. En tout cas, Sarah Errani qui a réussi donc à gagner d'abord le double mixte avec son compatriote Andrea Vavasori, la finale du double mixte, 6-4, 6-2 en 1h11 contre les Américains Taylor Townsend et Evan King. C'est du très beau travail. Et dans la foulée même, le double dame remporté par Sarah Errani avec Jasmine Paolini, la vraie grande révélation depuis 1 an et demi du tennis féminin, la numéro 4 mondiale en simple, qui est tout aussi forte en double avec Sarah Errani, qui était déjà la paire championne olympique, donc sur terre battue à Roland-Garros, très attendue encore cette année, qui a répondu complètement au rendez-vous, qui bat en finale les 2 Italiennes, la Kazakh Anna Danilina et la Serbe Alexandra Krunic, 6-4, 2-6, 6-1. Petite frayeur dans le 2e set en perdant 2-6, mais derrière le job largement rempli dans le 3e set. Victoire en 2h15. Un très beau succès. Et donc, c'est aussi un peu quelque chose qui est plus récurrent en revanche chez les femmes que chez les hommes. C'est de voir des filles qui sont au top niveau en double, qui ont trouvé peut-être le bon binôme, la bonne personne avec qui évoluer en double, mais qui ont quand même leur carrière en simple et qui sont quand même au top level. Barbara Krejcikova qui a déjà gagné une fois Roland-Garros en 2021 en simple, qui avait gagné en double aussi. On peut jouer sur plusieurs tableaux, en tout cas chez les femmes ça paraît plus concret. Donc beau petit clin d'œil je voulais faire à ce double féminin. Bah non, mais Jasmine Paolini, c'est vrai que c'est costaud. C'est pas un physique qui paraît être soit spécialement fait pour le double, et encore moins par rapport aux Iga Swiatek, Sabalenka, Madison Keys, qui ont peut-être plus des profils un peu plus teigneuses, puissance. Elle est un peu toute petite, un peu comme c'est un peu comparé à, alors c'est dans des proportions autres, mais Diego Schwartzmann. L'Argentin qui était aussi un des tout petits calibres du circuit masculin et qui mesurait moins d'1m70 mais qui était dans le top 10 mondial, et donc c'est aussi la vraie puissance du tennis, c'est de permettre à n'importe quel physique, n'importe quelle compétence physique de pouvoir briller. Et ça, tu vois, je pense que plus le temps va passer, plus ça va disparaître, malheureusement. On va avoir l'ère des grands. Avec le matériel qui on parle de puissance aussi. On parle beaucoup pour les serveurs aussi. Pour les serveurs, c'est là où j'allais en venir. On a des Nico Jarry, chilien. Bon là, il fait pas une très bonne saison, mais en fait là sur Wimbledon, la saison gazon qui arrive, le service c'est très très important. Et Diego Schwartzmann, il peut jamais une petite
personne de petite taille, c'est compliqué au tennis. Le service au tennis commence à prendre une part importante dans la proportion de points gagnés dans un match. Le service commence à prendre le dessus. On le voit même dans les moments chauds. Yannick Sinner, il n'a aucun mal à se défaire du stress parce qu'il a un très gros service. Yannick Sinner, il mesure 1m90, il a aussi la puissance. Et il n'a pas le physique, il ne paraît pas avoir le physique pour. Il envoie une moyenne à 200 km/h sur première balle. Même Carlos Alcaraz, aussi puissant qu'il soit, est bien en deçà. Donc. Typiquement, ça, c'est deux joueurs qui servent différemment quand même, Sinner et Alcaraz. Alcaraz, ça va être beaucoup plus en slice dans les faits, avec un service externe sortant souvent. D'ailleurs, il met 2 aces comme ça sur un jeu très important dans cette finale. C'est la qualité des grands joueurs, c'est la spécialité des grands joueurs, savoir servir dans les moments chauds. Donc voilà. C'est beau. Et on finira avec une mini touche encore, sans l'oublier, le double messieurs, avec une belle victoire de tonton, de papy, même si on l'a dit, dans le double homme, c'est beaucoup plus récurrent de voir des joueurs au-delà de 35 ans évoluer en double. Ça fait aussi un peu moins mal à l'organisme, les matchs sont moins longs, c'est pas mal aussi. Mais c'est la belle histoire de Marcel Granollers, l'Espagnol, et de son ami argentin Horacio Zeballos, qui ont remporté enfin, surtout pour Granollers, qui a enfin remporté une finale de tournoi du Grand Chelem en battant les Britanniques Joe Salisbury et Neil Skupski en 3-7, 6-0, 6-7, 7-5. Là, c'est un très beau match. Il y a presque ce premier set express où tu te dis que c'est plié. Derrière, tu as cette bataille au tie-break et la paire britannique l'emporte. Et derrière, ils nous sortent troisième set, 7-5. Là aussi, je pense à voir un match à côté, un petit à côté, ça devait être vraiment très très sympa. Ouais, c'est sûr. Marcel Granollers, 39 ans, Horacio Zeballos, 40 ans, si je dis pas trop de conneries. Mais pareil, c'est la belle histoire. Granollers qui avait perdu toutes ses finales de tournoi du Grand Chelem et qui gagne enfin. Et on a vu surtout un déversement d'émotions, alors qu'on pourrait se dire qu'après toutes ces années, ils ont déjà tout vécu, ils ont tout fait. Granollers qui a eu une petite histoire en simple, mais jamais de grand titre, jamais rien du tout. Ceballos, j'ai même pas vraiment regardé quoi qu'il a fait. Mais c'est dommage quand même que ce soit pas plus médiatisé, exactement. Ouais. Assez mis en avant. Ouais, et puis pareil, le fait que ça se joue pas en 5-7 alors que c'est un grand chelem, je trouve que pareil, encore une fois, c'est un petit peu dommage. Ça perd un petit peu de valeur. Je voulais checker, je sais pas si j'aurais la rapidité de le faire. Est-ce que tu te souviens à quel moment la journée était programmée les doubles, hommes et femmes? La journée était programmée des doubles? Non, à quel moment dans la journée étaient programmés les doubles? Parce que c'est vrai que c'est un match où on imagine être en levée de rideau des finales du simple. Il me semble que c'est avant, c'est plutôt peut-être. Ouais. Et il me semble que Granollers et Ceballos, ça s'est fait le soir. D'accord. Après la finale dames, tu vois. Ah oui. Et du coup, je me dis là aussi, c'est dommage parce que tu pourrais justement apporter cette visibilité où tu peux offrir aux gens, même au niveau du billet, je trouve qu'il y aurait même plus d'intérêt à dire on remplit le Châtrier, mais on fait les 2 finales coup sur coup, sachant que la finale homme se joue le même jour du double homme, le même jour que la finale du simple dame, et la finale du double dame le même jour que la finale du simple homme. Donc je voulais juste vérifier si j'avais idée de retrouver le programme, mais pour moi ça serait logique et c'est aussi, je ne sais pas pourquoi tous ces choix s'expliquent. On n'est pas dans la tête de l'organisation de Roland Garros et d'Amélie Mauresmo. Pas encore. Pas encore. Oh là là, pas encore. Il veut. Aimerais toi avoir ces responsabilités-là? Non, j'aimerais pas. Non, j'aimerais pas, mais c'est vrai que j'aimerais juste passer un petit jour pour mettre les 5-7 partout pour les grands chelems et au revoir. C'est beau. Voilà, je lance la petite outro de fin. Il est temps de conclure cette longue et belle histoire Roland Garros 2025. Merci encore Charlie d'avoir été avec moi. Merci à Baptiste qui n'est plus là mais qui était là juste avant. On va dire merci encore à notre ami Baptiste d'avoir parlé de Roland Garros. Merci d'avoir aussi pu raconter pour les qualifications, toi qui y étais. C'était un plaisir de partager ça. J'espère que vous aurez pu ressentir une once d'émotion. Ouais, ou au moins que vous avez pleuré devant le match de Rafael Nadal. Au moins. Au moins, voilà. Merci à celles et ceux qui nous auront écoutés jusque-là. Le Campus Sport Club revient au plus vite, ou souhaite en tout cas de bons repos et de belles vacances à l'approche de l'été. D'ici là, évidemment, sportez-vous bien. Bye bye tout le monde.